Vous écoutez le podcast Parlons Livre Photo, présenté par Julien Gérard. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parlons Livre Photo. Je suis Julien Gérard et je suis aujourd'hui à côté de Lyon avec le photographe Sébastien Roignan. Rebonjour Julien. Rebonjour, oui, c'est la deuxième prise. C'est dimanche matin et je n'ai pas appuyé sur le bouton REC. Grave erreur. Ça, c'est comme ne pas enlever son bouchon quand on fait des photos. Ouais, mais on s'en rend vite compte quand c'est tout noir. Donc Sébastien, tu es breton expatrié à Lyon. Tu fais de la photo depuis tes 22 ans après avoir fait des études d'infographie 3D. Tu aimes côtoyer les chiffres vertigineux. Formateur en photographie, tu as formé des milliers de photographes via la plateforme F1.4 et la Nikon School. Et le guide du photographe de mariage. Le guide du photographe de mariage. Photographe de mariage, donc tu as photographié plus de 150 couples. Ce chiffre date de 2020, si je fais une bonne interprétation de la biographie de ton site. C'est ça. Sur ton site, tu as également reçu de nombreux prix. Deuxième place, toute catégorie au Photoshoot Awards Nude 2017 et première place, catégorie nature. Troisième place aux photographies de l'année 2016, catégorie nu. Troisième place au Fine Art Photography Awards 2017, catégorie nude. Et prix photographe étoilé sur le site photo de mariage Regard d'auteur. On sent que c'était en 2016-2017 que j'ai fait des concours. Oui, c'est vrai qu'ils sont tous à peu près à la même période. Mais du coup, juste en 2020, j'ai été premier toute catégorie des Photo Shoot Nude Awards. Donc toute catégorie. Donc j'ai upgradé. D'accord. Alors dans cet épisode, nous parlerons de tes livres, Soledad, un livre de landscape nude. Donc c'est la deuxième prise, ça me permet de corriger. Tu m'expliqueras après pourquoi tu préfères landscape nude et pas nude landscape. On va parler de ton dernier livre, Jessica, et de ton livre paru chez Erol, photographe de mariage pour le meilleur et pour le pire. Alors qu'est-ce qu'on avait par quoi on avait commencé tout à l'heure? Oui, j'expliquais que ce podcast permettait aussi un peu de découvrir les photographes au-delà de leur travail et de ce qu'on peut voir sur les réseaux. Et la première question était qui est Sébastien Petit? Alors le truc, c'est qu'au-delà des réseaux, ça va être compliqué parce que j'ai un podcast, j'ai deux chaînes YouTube, j'ai déjà pas mal. Les gens qui vont me découvrir chez toi ne sauront pas, mais ceux qui m'écouteront d'avant sauront déjà un petit peu. Au moins, ils verront que c'est toujours un peu la même chose, que j'ai vécu à peu près la même vie. J'aimerais bien inventer des vies à chaque fois. Ouais, ça serait pas mal. Et après aux auditeurs de trouver où est la vérité. Laquelle est la vraie. I want to believe. Donc moi, quand j'étais petit, c'est une vie assez solitaire. Pas forcément par choix. J'étais assez isolé. Non pas parce que j'étais en Centre-Bretagne. Centre-Bretagne, c'est un peu loin de tout. On croit qu'il y a la mer, mais il n'y a pas la mer. Elle est assez loin. Et je passais mon temps à aller dans la forêt, faire des cabanes, à couper des arbres pour me construire pour les monter en hauteur et faire des cabanes en hauteur où là, tu te risquais ta vie parce que techniquement, tu n'es pas du tout un architecte. Donc, ça tient avec des bouts de ficelle et des trucs de plusieurs kilos. Je passais mon temps à travailler le bois, j'aimais beaucoup ça, et à regarder des films aussi. C'était mon passe-temps. Dès que je rentrais à la maison, je me mettais devant un film, donc on est à peu près de la même époque, donc les Goonies, les mêmes références, on disait tout à l'heure. En même temps, à cette époque-là, c'était compliqué d'avoir d'autres références. Fallait quand même être très très calé pour avoir des références asiatiques. C'était pas comme maintenant avec Netflix ou autre où on peut voir quasiment tout ce qu'il y a. Et le problème maintenant, c'est que c'est à la mode totale. Enfin, on pourra revenir sur les modes peut-être un moment dans le podcast, mais bon bref, c'est autre chose. Et j'ai découvert aussi les ordinateurs quand j'avais 12-13 ans. Et les jeux vidéo. Alors oui, mes parents ne voulaient pas que j'ai une console de jeux vidéo sur la télé. Apparemment, ça cassait la télé. On avait le même père, non? Moi, le mien, il disait ça aussi. Donc, j'ai eu très tard une Game Boy. Moi, j'ai eu la Game Gear. Tu vois, j'étais plus Team Sega. Mais c'est dingue. On est d'accord, ça n'a jamais cassé une télé.
Non, mon père, il me disait que oui, les consoles, ça n'affiche qu'une ligne sur deux sur la télé, et après, il y a des décalages et des images fantômes. Ah ouais, ça allait dans la technique déjà. Ah oui, ça allait loin, ouais. Moi, j'ai jamais rien vu derrière, et puis même, je voulais une console. Mais du coup, il faut aller chez les potes pour jouer à Street Fighter 2 ou des choses C'est comme ça. ça. Et pour en revenir aux Goonies, ce qui était marrant, je sais pas toi, mais moi, c'est un film que j'ai vu, mais je sais pas, 200 fois, parce que c'était cassette vidéo à Ah, les l'époque. cassettes ont été usées. Que les jeunes qui nous écoutent, c'est un support un peu bizarre, énorme, avec une bande magnétique dedans. Tu sais que ça revient à la mode, hein. Ouais, je sais pas pourquoi. J'ai Je vu un comprends pour le article. vinyle, mais- Bon, après, je pense que c'est juste un objet comme ça, mais la cassette de Retour vers le futur 2, qui appartenait à un des acteurs, a été vendue, je sais plus, plusieurs dizaines de milliers de dollars, un truc comme ça. La VHS, quoi. Je vais pas suivre cette mode à ce prix-là. Non. Donc tu t'orientes vers des études d'infographiste 3D. Ouais, je m'oriente vers une école de cinéma. Puisque En Bretagne toujours. En Bretagne, même si j'aurais pu être ailleurs, puisque j'ai fait des concours un peu partout, à l'ETPA à Toulouse, à Nantes, je crois que c'était et Rennes. Je crois que c'est les 3 villes dans lesquelles j'ai postulé. Et j'ai été pris à l'ESRA à Rennes, donc, qui est l'école supérieure de réalisation audiovisuelle, mais qui a 3 sections. Section réalisation, métier du cinéma, section son et section infographie 3D. Donc nous, on était la classe en haut, tu sais, les rebuts, que personne ne voit, toujours dans le noir. Et c'était génial, parce que ça m'a permis d'allier ce que j'aimais dans le cinéma et ce que j'aimais dans les jeux vidéo. Donc à travailler sur un ordinateur, parce que j'adore ça, et c'est pas très français ça. À travailler sur un ordinateur, que j'adore. Non, c'est l'ordinateur que j'adore du coup. J'adore travailler sur un ordinateur, voilà. Et puis créer des mondes. Ok. Quand j'étais gamin, je créais vraiment des univers. Je l'ai dit dans la première version, mais je vais le dire du coup dans la deuxième version aussi. Je me racontais beaucoup d'histoires. Et c'est là que mon imagination s'est développée et que je me suis dit j'aimerais bien faire du cinéma plus tard. Et donc, résultat, j'y suis pas. Oui, tu disais que tu t'es vite rendu compte que c'était pas un milieu qui t'intéressait. Le monde des effets spéciaux dans le cinéma est un monde de merde où c'est du crush tout le temps. Crush ou du crunch? Du crunch tout le temps. En gros, ça veut dire que t'as une deadline, t'as des deadlines toujours extrêmement courtes, tu dois bosser tout le temps pour un salaire qui est pas trop mal, mais qui pour aucune reconnaissance derrière. Et là, on le voit avec tous les films qui demandent tu regardes à la fin des films, tu vois le nombre d'infographistes 3D qu'il y a dans le truc. C'est horrible, quoi. Donc, Ouais, surtout sur les Marvel, quand on attend le petit passage final, on a le temps de bien voir toute l'armée qu'il y a derrière pour faire un film. ça veut dire que tu vas au cinéma voir des Marvel. Oui, Ça, c'est pas bien. je me suis dénoncé. Et j'avoue, j'aime. Oh, bon, ça va être de la guerre pendant ce podcast. Tu n'aimes pas les Marvel? J'ai aimé jusqu'à ce que ça devienne extrêmement cynique et que pour moi, ça tue le cinéma, en effet. C'est comme dit Scorsese, c'est pas du cinéma, c'est une entreprise mercantile plus. Même si le cinéma est mercantile de base, mais le Marvel est extrêmement cynique. Il y a juste à voir le dernier Spider-Man, par exemple. Il y a eu un mème un jour où ils ont mis les 3 Spider-Man, et quelqu'un a mis les 3 Spider-Man et ça a fait un buzz sur Internet. Ils se sont dit, tiens, si on en faisait un film extrêmement pourri en plus, qui ne sert à rien, et qui est sorti en même temps que Matrix 4. Malheureusement, Matrix 4 s'est planté là où Spider-Man a fait le milliard. Et Matrix 4 dénonce complètement ce qu'est un blockbuster sans âme. Spider-Man est un blockbuster absolument sans âme, puisqu'il ne fait que répondre à des fans de façon extrêmement cynique, et en te balançant des refs à la con et qui ne veulent rien dire, avec un film qui ne donne aucune émotion réelle. De l'autre côté, on a un vrai film d'amour, ce qui est en mode blockbuster. Si je te dis que j'ai aussi vu Matrix 4, ça me va, c'est mieux. Ça remonte un peu. Après, si tu me dis que tu as aimé Spider-Man et pas aimé Matrix 4, là, ça va être différent. Non, j'ai préféré Matrix et c'est pas pour faire de la lèche, pour que le podcast se termine correctement. Oui, il valait mieux aborder ça à la fin du podcast.
Non, mais c'est bien de confronter les points de vue et d'avoir des avis. J'avoue que je vais au cinéma aussi voir d'autres films, mais les Marvel, je vais les voir, c'est plus. Et qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Bah, en fait, tu vas voir un Marvel, c'est un peu comme si tu vas à Euro Disney, quoi. C'est pas, Hmm. tu vas pas voir un Marvel pour aller voir un film, en fait. Tu vas faire un tour en grand 8, quoi. Enfin, c'est un peu comme ça que je vois la chose. Ouais, je suis d'accord. Je les regarde chez moi, mais vraiment d'un œil plus distrait. Et sinon, je pourrais pas dire que c'est de la merde. Mais en fait, ce qui me gêne là-dedans, c'est plutôt qu'en donnant son argent à cette entreprise, du coup, tu dis allez, Euro Disney, bah, c'est normal, c'est Disney. Ouais, c'est pareil. En fait, tu favorises le fait qu'il y ait que ça. Et le problème maintenant, c'est qu'il y a que ça. Il y a vraiment que ça au cinéma. Et quand on regarde les chiffres du box-office et tout, c'est vraiment ça qui truste tout. Et maintenant, donc du coup, bah, ils donnent de plus en plus de films de merde qui sont faits pour les fans au cinéma, plutôt que d'aller tester des nouvelles choses, que le cinéma, comme la Quitte à photo, déplaire. redevienne un art dans lequel on teste, dans lequel on essaye des choses, dans lequel on surprend, en fait. Enfin, Marvel, est-ce que ça t'a surpris est-ce que depuis les 20 ans que ça existe, ça t'a Non, surpris? ça surprend pas, c'est Voilà. attendu. Mais après, comme je te le disais, pour moi, je vais pas au cinéma quand je vois Marvel. Alors, ça Mm. se passe dans le même lieu, mais j'y vais pas pour les mêmes raisons et les mêmes attentes, et pas forcément non plus. Enfin, et surtout pas dans le même état d'esprit. Mm. Après une semaine de boulot en Afrique de l'Ouest, je voyage beaucoup en Afrique de l'Ouest pour le travail. Quand je rentre pour me vider la tête, c'est bien Marvel. Mais comme je te le Ouais. dis, c'est un tour de grand 8 en fait. Après, le truc, c'est qu'il y en a d'autres. Mais bon, on va pas partir si on est sur un podcast On livre photo s'égare, et pas on cinéma. s'égare. Mais dans un des épisodes, on a beaucoup parlé musique, donc les auditeurs ont l'habitude que ça parte. Mais comme je le disais tout à l'heure, l'idée c'est de découvrir un petit peu aussi la personnalité du photographe et apprendre des choses qu'on ne trouve pas forcément, que je n'ai pas donné dans ta biographie, que je n'ai pas trouvé sur le net. Quand est-ce que vient la photo dans ta vie du coup? Elle vient en 2000, elle arrive en 2006 pour être exact. Donc en 2005, de 2001 à fin 2004, oui en effet, je fais mes études. Fin 2004, je trouve un stage chez un architecte parce que je me décide à rester sur Rennes et à travailler dans la 3D. Et la seule chose dans laquelle je peux bosser, c'est l'architecture. Donc c'est faire les perspectives immobilières. Un truc méga classe et méga cool, méga intéressant, ironiquement parlant. J'allais dire, Euh, on sent une pointe d'ironie. bah, chez les architectes, ça va. Enfin, en tout cas, des architectes qui travaillent pour des concours ou des choses comme ça. Chez les promoteurs, c'est toujours la même chose. Je suis repassé chez mon ancien patron il y a un mois. Et le truc, on en discutait, c'est en effet, enfin, tous les bâtiments sont les mêmes, quoi. Et donc, tu pourrais réutiliser des assets que tu avais utilisés pour d'autres et tout. Donc, j'ai travaillé un an en tant qu'employé, puis après, je me suis mis à mon compte. J'ai décidé de me mettre à mon compte début 2006. Et c'est là que je me suis acheté mon premier appareil réflexe. Je touchais un tout petit peu à la photo, mais je faisais rien. J'aimais prendre des images, mais rien de. Enfin, vraiment de la merde, quoi. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me mettre à la photo plus sérieusement et que c'est devenu un vrai moyen d'expression et que ça a commencé à supplanter tout et c'est devenu ma seule passion. Ok. Enfin, enfin, après, à part le cinéma, mais le, j'avais aucune passion qui me restait plus d'un an ou deux. Et là, bah, ça fait depuis 16 ans. Ouais, 16-17 ans que. À part Marvel, je me retrouve bien dans dans tes propos. Et à quel moment tu te professionnalises alors en photo? 2009. 2009. Ouais. Ça, c'est aussi un concours de circonstances puisque je me lançais à mon compte pour faire de la 3D. Donc, j'ai travaillé avec des promoteurs, tout ça et tout. Et en 2008, il y a eu la crise. Et c'est la crise des subprimes. Et donc, tout ce qui est promoteur, architecte, tout ça, ça a été les premiers à en subir les conséquences. Donc, moi, plus de boulot pendant quelques mois, voire un an. Et surtout que je sortais d'un gros taf pour France Télécom qui m'avait bien
qui m'avait empêché de trouver des nouveaux clients. Et j'ai dû chercher. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de lancer un peu la photo, les mariages, puisque c'est la première chose auquel on pense généralement quand on est photographe, quand on veut faire de l'argent avec la photo, on dit, on va faire quelques mariages, sachant que je détestais le mariage. Et c'est arrivé comme ça. Donc 2009, je me lance, je trouve un taf dans une agence de com pour faire quelques photos dans un centre commercial. Et puis je commence à signer mes premiers mariages pour 2010. Ok. Et je suis devenu photographe à plein temps, donc c'est-à-dire que j'ai lâché complètement mes autres activités en 2012. D'accord. Et maintenant, tu aimes le mariage? J'aime la photo de mariage. Ok. J'aime pas le mariage en tant que tel, mais la photo de mariage, j'aime ça. Je vais cacher mon alliance parce qu'entre Marvel et l'Alliance, tu vas finir par me foutre non. dehors alors. Beaucoup de mes clients se marient, donc oui, forcément. T'imagines, avant je les aime bien, mais une fois qu'ils se sont mariés, je les déteste. Tu leur donnes pas les photos du coup. C'est ça. Ah, désolé. Une fois qu'ils ont dit oui, j'arrête. Je fais ma presta jusqu'à ce que vous disiez oui. Non, il y a une grosse différence entre, et je pense que ça on peut vraiment en parler, il y a une énorme différence entre vivre un événement et faire les photos d'un événement. Tu vois, par exemple, tu disais que vous aviez pas mal parlé musique. Moi, je suis pas très musique. Mais par contre, j'ai eu une période de 2 ans où j'ai fait beaucoup de photos de concerts. Et j'adorais aller faire des photos de concerts. Et souvent, même avec des artistes que j'aime, je restais les 3 premières chansons, puisqu'on pouvait les 3 premières chansons. En général, c'est très chronométré et c'est très réglé. J'étais à un festival, le festival des studios des arts numériques à côté de Rennes, et il y avait Mathieu Hézan, je ne sais pas si tu connais Mathieu Hézan, qui est venu parler. Donc on se connaissait d'il y a quelques temps, et de la période Flickr, c'était il y a longtemps. Et on en discutait, et c'est vrai que c'est extrêmement chiant d'avoir ces 3 chansons, mais bon, ça c'est une chose. Et du coup, ça m'arrivait de ne pas rester sur le concert, alors que je kiffais à mort quand j'étais derrière mon appareil photo, dans la fosse et tout. Et après, je partais. Parce que j'arrivais pas à me mettre dans le concert. Alors que quand j'étais dans mon appareil photo, je me mettais dans le concert, je battais du pied, enfin j'étais à fond avec eux et tout. Comme le fait de voir la vie à travers l'œilleton fait que la vie est cadrée et c'est un peu du cinéma. Tu vois. Et c'est toujours ce qui m'a plu dans la photo, c'est que on enlève tout ce qu'il y a autour et la vie devient du cinéma, puisque en fait ce qui est drôle dans le cinéma, c'est quand par exemple tu vois un lieu en version film, donc c'est des bokeh, des trucs comme ça et tout, et tu arrives et tu fais ah ouais, mais il y avait tout ça autour. Ouais, tous les trucs moches, on les montre pas. C'est ça, et puis c'est un choix que tu fais, enfin une lumière, c'est toujours une méga belle lumière quand t'es au cinéma, enfin normalement. Et c'est toujours le beau moment, tout ça et tout. Et la vie, c'est les beaux moments de la vie pour moi. Qu'ils soient dans des moments moches ou pas, mais c'est les moments intenses de la vie. Et donc, le voir à travers un œilleton fait que je trouve que ça donne tout de suite un changement de monde, un changement de paradigme total. Il y a un moment que j'ai vécu en mariage qui était complètement taré, parce qu'il y avait la musique qui allait avec. C'était à la fin d'une cérémonie, ils remontaient l'allée, et moi j'étais devant eux en train de marcher en arrière, et j'avais l'œil dans le viseur, et ils sortaient de leur cérémonie laïque sous le son de Star Wars, de la fin de l'épisode 5. Okay. Donc la grande cérémonie, tout ça et tout. Et c'était hallucinant, parce que j'avais tous les gens qui se levaient juste dans le bord du cadre, comme si c'était vraiment voulu. Tu vois, que la caméra recule, et tous les gens doivent se lever au fur et à mesure pour bien faire dans la caméra. Et moi, j'avais ça dans mon viseur. Et j'étais là, waouh, avec le son de Star Wars et tout. Enfin, c'était juste grandiose. Tu avais la BO, t'avais la vue, t'avais tout ce qui se passait. Et ça, c'est des moments de... Tu peux pas le vivre, en fait, Enfin, pour moi, j'arriverais pas à le vivre si c'était pas un monde... Si c'était pas dans l'œil, dans l'œilleton. Oui, puis le public ne le vit pas de la même manière non plus. Oui, là, il n'y avait que moi en tant que réalisateur, tu vois. Mais souvent, en tant que photographe, on a accès à des moments privilégiés, quel que soit le domaine. Parce que là, on parle de photos de mariage, mais dans d'autres domaines, c'est pareil. Enfin, moi, je sais qu'à mon niveau, j'ai pu côtoyer des gens très haut. Le truc le plus fou que la photo t'a permis de
Il y en a plein comme ça. Là, à froid, c'est compliqué, mais le truc le plus fou qui me reste en tête, c'est pas au moment où je fais les photos, mais c'est après. Un jour, je suis dans le train en France. Je vivais au Bénin à l'époque, et là, j'étais en France. Je sais plus où j'allais. J'étais dans le TGV avec un réseau pourri. Enfin, voilà, on sait comment ça se passe quand on est dans le TGV. Et là, je reçois un appel de la présidence du Bénin pour me dire oui, monsieur le président Talon souhaiterait illustrer ses propos sur la chaîne nationale ce soir lors de son intervention sur le développement touristique. Il voudrait illustrer ses propos avec vos photos. Est-ce que vous pouvez les envoyer ? Et c'est cool quand ça t'arrive, parce que qui c'est qui se fait appeler par... alors certes, c'était pas le président, mais c'était quand même quelqu'un qui travaille avec lui, quelqu'un de proche. Et c'est des moments plutôt cool, et c'est pas à tout le monde que ça arrive. Il y a des tas de boulots chouettes où ça arrivera pas, quoi. Et ça, c'est un des avantages, je trouve, de la photo. Et... Pardon, vas-y. Donc, mariage, par exemple, tu vois, moi, j'en ai pas fait beaucoup. Moi, enfin, c'est pas que j'aime pas, mais je suis pas bon en photo de mariage. Et j'ai dû en faire 1 ou 2. Mais rien que sur 1 ou 2, je sentais bien que le moment que je vivais avec les mariés, personne ne le vit, parfois même pas les parents des mariés. Et ça, c'est le côté chouette, je trouve, de la photo, quel que soit le domaine. En mariage, la première fois que je me suis retrouvé seul avec le marié qui s'habillait, tu fais... Ah ouais. Mais du coup, si j'étais pas là, il serait tout seul. Donc même pas à le partager avec ses potes. Oh, c'était un choix de sa part. Ouais. Mais je me dis, mais moi, je l'ai rencontré 2 fois avant. Ouais, j'ai pas le droit, en fait, d'être là. Et à chaque fois, à chaque mariage, je me dis, mais j'ai pas le droit d'être là. Et eux, ils sont super contents que tu sois là. Et ça, c'est juste hallucinant. Enfin, la photo nous permet des choses monstrueuses, de rencontrer des gens très facilement, comme le podcast. Enfin, tu vois, là, le podcast, tu m'as dit, tiens, je fais un podcast sur le livre, j'aimerais parler de ton livre. Ben voilà, on est là. Le fait de faire des choses, de créer du contenu, même si maintenant ce mot est devenu un petit peu chiant, mais de créer d'interviewer des gens, de s'intéresser à eux, de communiquer, de faire un reportage, fait qu'on doit être avec les gens, et ça donne un intérêt à cette rencontre. Et moi, parfois une excuse aussi pour rencontrer les gens. Exactement, c'est exactement ça. Enfin, moi, la photo de concert, c'était une excuse pour aller rencontrer des artistes que j'aimais. Et comme le prochain podcast que je vais lancer est totalement une excuse pour aller, et comme le podcast du guide du photographe de mariage est une excuse aussi pour aller rencontrer des gens. Et F1.4 a été une excuse pour rencontrer plein de gens, mais une bonne excuse. Ouais. Et c'est ça qui est génial. C'est lier l'utile à l'agréable. Et la photo a toujours été une bonne excuse pour aller rencontrer des gens. Ou alors pour voyager, et pour tout ce qu'il y a dans mes 2 livres de photos. La photo a été juste une excuse pour aller voir ces lieux-là. Tu vois, et c'est marrant comment on fait une transition directe comme ça. Mais c'est hallucinant ce que la photo est juste, pour moi, un moyen, un vecteur, et pas du tout une fin. Ouais. Est-ce que le livre serait la fin ? Au début, c'est ce que je pensais, mais moi, après avoir sorti mon premier livre, je me suis rendu compte que c'était un début. Le début de plusieurs livres Le début d'autres choses. Et il y a une question que je pose parfois aux photographes, et je vais te la poser tout de suite, même si, enfin, après, dès que j'ai fini de parler, même si normalement elle vient plus tard. C'est les gens que tu peux rencontrer. Alors là, je vais parler vraiment business et comment on appelle ça, et relationnel. Les gens que j'ai rencontrés après le livre ne sont pas du tout les mêmes que ceux que je côtoyais avant. Comme je te disais avant, là, on m'appelle du palais présidentiel pour des photos. Enfin, j'ai touché après des gens qui étaient pas plus intéressants ou plus importants, mais en tout cas dans une hiérarchie socio-professionnelle beaucoup plus élevée, et qui m'ont ouvert des portes beaucoup plus grandes que ce que j'arrivais à ouvrir avant. Et donc la question que je pose souvent aux photographes à la fin du podcast, mais là je la pose tout de suite pour le coup, est-ce que les livres ont changé quelque chose pour toi à ce niveau-là ? Est-ce qu'il y a un après Je pense pas autant que tout simplement parce que j'ai F1.4 depuis 2012, et
Livre Soledad, c'était en 2018, donc j'ai déjà eu pas mal de reconnaissance et d'opportunités grâce à F1.4, donc ma chaîne YouTube. Euh, Après, je comprends tout à fait ce que tu veux dire, parce que oui, les choses changent parce que tu as fait quelque chose. C'est-à-dire que là, tu vois, là, les gens ne le voient pas, mais dans ma main, j'ai mon livre Jessica, qui est un beau pavé. Et tu peux dire aux gens, tiens, voilà ce que j'ai fait. Et c'est pas du vent. C'est pas comme si tu avais juste fait des photos sur un disque dur ou que tu avais des idées ou que voilà. Là, tu peux arriver en disant, concret. j'ai fait ça. Ouais. Et tu peux même lui taper dessus S'il veut si pas la te croire. personne ne comprend pas. Mais en fait, c'est ce qui change dans la tête des gens, c'est que tu as fait quelque chose. C'est que ce soit un livre, que ce soit un film, que ce soit une musique, que ce soit un truc. T'es pas une énième personne qui a une idée, mais qui ne la fera jamais. Et c'est la grosse différence. C'est que moi, je te parlais d'F1.4 avant, j'ai fait quelque chose avec F1.4. J'ai apporté des choses, j'ai fait des vidéos, je me suis fait chier à les faire, j'en ai fait plus de 500. Enfin, tu vois, il y a des choses concrètes. Et ces choses concrètes font que pour les gens, tu es au niveau au-dessus. Et je pense que c'est ça qui fait que tout change, que les gens te voient différemment et vont venir s'intéresser à toi tout simplement parce que comme tu es une des rares personnes qui a fait, parce qu'il faut se le dire, on est une des rares personnes qui l'a fait, qui a fait quelque chose, parce que c'est sans se mettre sans avoir les chevilles qui enflent ou la grosse tête, mais quand on regarde ce monde, il n'y a pas beaucoup de gens qui font vraiment des choses ou qui plus que leur boulot, tu vois, qui font des choses concrètes. C'est ça. Et surtout en tant qu'artiste, tu vois, en tant que créateur, tu demanderas à la plupart des gens, ils ont tous une idée d'écrire un roman, de faire un truc et tout. Qui le fait 1%, peut-être, et encore. Et le truc, c'est que toi, tu l'as fait, donc tout de suite. Ce qui est assez drôle, j'étais dans la famille de Jessica et il y avait son petit-neveu, c'était le fils de son oncle, qui un petit jeune qui devait avoir 15 ans, quelque chose comme ça, et puis on était là, et puis moi j'avais déjà plus de 30 ans, donc tu vois, il me calait pas trop et tout, jusqu'à ce qu'il sache que j'ai une chaîne YouTube, il fait ok, bon, je vais voir, il va voir, et à l'époque je devais avoir 80 000 abonnés, un truc comme ça. Oh, mais t'as 80 000 abonnés! Et puis d'un coup, tu vois, je devenais quelqu'un pour lui, quoi. Et ça, c'est drôle, enfin, c'est les réactions des gens, c'est que d'un coup, t'as sorti un livre! Et tout de suite, mais t'es à un niveau de fou, quoi. Ouais, ce qui est rigolo aussi avec le livre, c'est que quand tu parles de chaîne YouTube ou même d'un film, les gens ils s'imaginent pas tout le boulot qu'il y a derrière. Et il y a beaucoup de gens pour lesquels une chaîne YouTube, bon, tu claques des doigts et c'est bon, tu as une vidéo. Ça, c'est des chaînes ASMR. Mais pour les livres, les gens, par contre, j'ai l'impression qu'ils connaissent le boulot qu'il y a derrière. Alors après, beaucoup de gens, en fait, ils font le rapprochement avec les romanciers qui vont s'isoler pendant 6 mois pour écrire. Donc bon, en photo, je vais pas dire que c'est fait en claquant des doigts, mais peut-être quand même un petit peu moins de temps qu'un romancier. En cliquant des doigts. On met sans doute un petit peu moins de temps qu'un romancier à faire nos livres, mais j'ai l'impression que les gens mesurent plus le travail qu'il y a derrière le livre, et du coup, quand t'as fait un livre, c'est tout de suite... Ouais. Et après, les 80 000 abonnés, je pense que c'est pour les jeunes générations élevées à YouTube. Chacun a ses référentiels. Ouais. Mais après, faire un livre, c'est méga facile si on veut aller par là. Enfin, c'est pas... Oui, mais les gens ne le savent pas. Là, on vient de dire un truc qu'il fallait pas. C'est dur de faire un livre. C'est comme tout. Écrire un roman, c'est méga facile. Enfin, tout est méga facile. Faire un film, c'est méga facile. Tout dépend quel niveau de qualité on y met. Et moi, je vais te dire que sur mes livres, ça pourrait être méga facile. C'est juste que je me suis fait grave chier, tu vois, pour faire un truc exceptionnel qui sort de l'ordinaire. C'est ça aussi le truc, c'est qu'on est abreuvé de choses moyennes, genre les Marvel, si on revient dessus. En fait, on est abreuvé par le moyen et on n'a plus ce goût de l'exceptionnel. J'en discutais avec un ami et il me disait, mais tu vois,
il montrait les trottoirs, un truc, ou les barrières de trottoir et tout. Il nous disait, tu vois, ça, c'est des nouvelles barrières de trottoir, c'est moche, c'est fonctionnel. Et on est abreuvé de trucs pas beaux, de trucs moyens, en fait, et juste de trucs utiles. Alors que tu regardes les façades de certains bâtiments des années 30, même des années 70, des fois, des beaux bâtiments, tu as des sculptures, tu as des enluminures, tu as des trucs. Enfin, ils ont osé des choses, quoi. Et, Qui ne servait à rien, qui était juste là pour le pour design, le goût. Ouais. Ouais, juste pour le beau. Et il y a des choses qui ne servent à rien, mais qui servent, si, ils servent à une chose, c'est le propos. C'est juste, et rendre notre vie un peu plus belle. Et on ferait plus maintenant des châteaux type Chambord ou des trucs comme ça, absolument magnifiques, qui prennent des centaines, des dizaines d'années à faire, des choses comme ça. Sauf que bah, là, l'idée, c'est que quand on fait quelque chose, quand on fait une œuvre, c'est d'aller loin, le plus loin possible, c'est de te casser le cul. Désolé pour les mots c'est pas vulgaire, cul en même temps. De se casser la tête, de se casser le cul pour aller chercher des nouveaux outils, pour aller chercher des façons de faire, pour aller chercher dans son plus fort intérieur, ce qu'on peut faire en plus, tu vois. Là, sur le livre Jessica, il y a un moment, quand je l'ai travaillé, je me suis dit, vers la toute fin, je me suis dit, comme c'est un livre pays par pays, et ben du coup, je me dis, je vais peut-être juste rajouter un truc, ça fait un peu le livre de voyage, je vais dessiner une page pour chaque pays. Et donc j'ai fait plusieurs dessins, c'est des croquis de voyage, une sorte de croquis de voyage, et j'ai dessiné ça, et ça m'a pris 3 jours de plus à le faire. J'aurais très bien pu ne pas le faire. Ouais. Mais ça apporte un truc en plus dans le livre. Et ça, c'est venu à la fin, cette idée. C'est venu à la fin, en effet. Sur ce livre-là, il y a eu... On enchaîne sur le livre, comme ça. On peut. Parce que ça fait déjà 32 minutes. Tu me disais que ton plus court était à 28 minutes en podcast et on a à peine fait l'intro. Attends, alors avant d'enchaîner sur le livre, du coup, je t'avais demandé de me donner le nom de quelques personnes que j'ai contactées. Okay. Tu es le deuxième dans le podcast avec qui je le fais, donc c'est les témoignages. Okay. Donc avant de commencer sur les livres, on va faire les témoignages, parce qu'en plus, ils parlent de tes livres dedans, donc ça sera la bonne transition. Là, donc on écoute tout de suite le premier. Bastien, en 2015, c'était le 10 avril, très exactement. Sébastien, il cherchait une modèle pour un de ses projets photographiques. J'habitais encore à Aix-en-Provence et du coup, il a fait une recherche sur Facebook. Et je crois que j'avais liké son statut, un truc dans le style de mémoire. Et du coup, de fil en aiguille, il est revenu me parler en me demandant si j'étais intéressée. Et puis voilà, on s'est rencontrés donc pour une première séance photo le 10 avril 2015 du côté de Vitrolles, dans un lieu assez atypique, puisque pour la première séance avec lui, en fait, il m'a littéralement roulé dans la boue. Voilà. C'était des bouts de couleur rouge. Je crois que c'était un gisement d'aluminium. De mémoire, je crois que c'était de la bauxite. C'est ce qui donne cette couleur rouge à la boue. Et voilà, donc il m'a recouvert littéralement de boue rouge pour faire ses photos. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que ce type de boue, quand elle durcit, elle devient très 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 dure et elle est très dure à enlever. Il m'en avait mis même sur les cheveux et il avait ramené de l'eau pour que je me rince, sauf que ça suffisait pas. Donc je suis rentrée chez moi entièrement recouverte de boue. Et voilà, du coup, j'ai eu beaucoup de mal à me l'enlever, cette boue rouge. Alors, le travail de Sébastien, il y a une chose que j'aime beaucoup, c'est que sur ces photos, en fait, l'élément qui prend le plus de place, ce sont pas nécessairement les modèles. C'est plutôt le lieu ou le décor dans lequel la photo a été faite. Et
quand c'est dans un milieu naturel, en fait, j'aime bien vraiment sa façon dont il met en avant la nature. Je trouve ça très... Ça se fait pas beaucoup. Enfin, en fait, c'est vrai que en règle générale, c'est plutôt le modèle qui est mis en avant, surtout sur les photos nues, c'est souvent le modèle qui est mis en avant. Et dans les photos de Sébastien, non, c'est pas nécessairement le modèle qui est mis en avant. Et c'est ce que j'apprécie beaucoup dans son travail. Il y a quelque chose de très poétique, de très éthéré. Voilà, moi c'est vraiment c'est vraiment ce qui me séduit le plus dans son travail, c'est ça. sa façon poétique de mettre la nature en avant. Je suis une grande écolo, donc forcément ça ne peut que me séduire. Voilà. Qui est-ce qu'on a entendu ? Donc Jessica. Jessica, qui est le même prénom que le titre de mon dernier livre. Oh, quel hasard. C'est bizarre, hein. Je ne sais pas du tout pourquoi. Donc ma compagne, que j'ai rencontrée en séance photo. Alors, je tiens à préciser, je ne l'ai pas recouverte de boue, elle s'est recouverte de boue, à part sur le dos où elle n'a pas pu. Mais voilà, je respecte mes modèles. Voilà. Même si je lui ai dit plus. Et puis à la fin, si, je lui ai jeté de la boue. Et anecdote drôle, c'est que quand elle est rentrée chez elle, elle était en panne d'eau chaude. Donc elle a galéré à mort pour récupérer, pour pouvoir enlever tout ça. Donc voilà, donc c'est Jessica avec qui on a fait plus de 6 ans de photos et qui sont dans ce livre dont on va parler. Quand tu as commencé à faire des photos avec elle, il y avait déjà l'idée de faire un livre ou c'est venu après ? Donc c'était en 2015, j'avais pas encore fait de livre. Non, il n'y avait pas du tout d'idée de faire un livre. J'avais dans un coin de ma tête le livre Soledad, qu'il fallait en faire un jour. Mais je savais pas du tout comment, pourquoi, tout ça. C'est juste qu'il fallait finir le projet. Mais le projet n'était pas fini à l'époque. Et non, il n'y avait pas du tout. Comment c'est venu ? Le livre Soledad ou le livre Jessica ? La démarche de faire un livre, donc je dirais même les deux en fait. Pour Soledad, c'est un peu différent parce que Soledad est une vraie série, dans le sens où une série qui a un début, une fin, et qui a été. C'est ma première série. J'ai jamais travaillé vraiment en série, même si en fait, je dois dire que j'ai découvert que oui, j'avais travaillé en série avant, mais j'avais pas compris le truc. Tu ne le savais pas. Je faisais de la série sans le savoir. Et Soledad a dû... En fait, j'ai dû l'enlever de ma tête. À un moment, je l'ai commencé en 2013 et le livre est sorti en 2018. Et il y a un moment, tu sais, ça t'obsède dans le sens où tu fais, tu dis où ça va s'arrêter. Je peux toujours en rajouter des photos, je peux toujours en faire. Et il y a un moment, juste, j'ai envie de passer à autre chose. Tu vois, il y a un moment, ça fait 5 ans, c'est bon. Enfin, tu as envie de passer à autre chose, quoi. Et je voulais pas juste que ce soit une galerie sur mon site. Ouais. Je voulais que ça en soit vraiment quelque chose. Ça serait pas resté comme ça, c'était pas possible. Et il y a un moment, il fallait. Et beaucoup de gens me parlaient d'un livre. Quand est-ce que tu fais un livre, tout ça et tout. Je me suis dit, allez, on va tenter le coup. Et en fait, non, j'ai vraiment réfléchi le livre comme une fin du projet, et ce qui me permettait de l'enlever de ma tête, de le poser, et de pouvoir récupérer de la place disponible dans mon cerveau. Donc c'est ça, voilà comment ce livre Soledad est arrivé. Et pour le livre Jessica, ça a été un petit peu différent parce que c'était beaucoup de photos qui n'avaient pas forcément de lien entre elles. Et juste en réfléchissant, on parlait tout à l'heure de comment ton podcast sur le livre est arrivé. En fait, c'est souvent les idées sont devant nous. Enfin, l'idée principale, logique est devant nous. Et à un moment, je me suis dit, c'est quoi le point commun de toutes mes photos ? C'est Jessica. Mais du coup, pourquoi je ferais pas un livre que des photos qu'on a fait ensemble ? Comment elle l'a pris quand tu lui as annoncé ton idée ? Alors, je pense que vous l'avez entendu dans la voix, elle est pas très à l'aise en public. Elle était un peu stressée pour le témoignage. Elle est et pourtant il y avait que toi, hein, mais et à distance. Et à distance, mais dès qu'elle est mise en avant, elle est un petit peu elle aime pas ça.
Et ce qui est dommage pour une si bonne photographe qu'elle, artiste aussi, puisqu'elle, quand je l'ai rencontrée, elle sortait de l'école de photo d'Arles, et elle fait des très belles photos, mais elle n'arrive pas trop à les mettre en avant, ses photos d'auteur. Et quand je lui ai dit ça, je savais qu'elle n'allait pas forcément très bien le prendre sur le moment. Pas pour le fait qu'il y ait le livre, mais pour le fait que ça allait, ce que ça allait induire derrière. Donc, c'est-à-dire le Ulule, la mise en avant, parce que je n'allais pas en vendre 10 des livres. Mais ça va, elle l'a bien pris, elle l'a soutenu, et je pense qu'elle en est fière, quand même, de tout ce qu'il y a dedans et tout ce qu'on a fait ensemble. Le seul truc, c'est que d'en parler, c'est compliqué. C'est un beau projet, en tout cas, pour un couple. C'est un beau projet, c'est encore plus un projet de complicité, un photographe modèle, parce qu'évidemment il y a le côté couple, mais il y a le côté elle en a bavé, quoi, et j'en ai bavé aussi, et on en a tous les deux bavé. Ce sont des problèmes de couple, si on veut aller par là, mais faire des photos avec sa compagne, c'est pas évident. Parce que tout ce qu'on dit peut nous être reproché juste après. Et ça reste forcément. Donc il y a plein de moments dans le livre où elle était dans des situations un peu difficiles, un peu vraiment difficiles en termes de confort, de froid, de conditions, tout ça. Et ben forcément, même si elle n'est pas trop du genre, il y a des petites remarques de temps à autre que tu essaies de reprendre. Donc il y a tout, en fait, et c'était aussi un hommage à tout ce qu'elle a vécu, dont la première séance dans la boue, quand même, parce qu'il faut le faire. De toute façon, tu lui as tout de suite annoncé la couleur à la première séance. Ouais, j'ai dit rouge tout de suite. On va enchaîner sur les livres, mais avant, je voudrais te faire écouter le deuxième témoignage. Alors moi, j'ai rencontré Sébastien parce que j'avais besoin d'un stage. J'étais un peu en galère. Je cherchais un stage en montage vidéo. Le problème, c'est que les recherches de stage et moi, ça a toujours été très compliqué. J'avais souvent jamais de réponse. Et mes derniers choix, finalement, c'était potentiellement les youtubeurs, même si j'étais pas sûr qu'il y avait besoin. Et comme je savais que Sébastien était à Lyon et que moi, j'y étais pour mes études, je l'ai appelé pour un stage de montage vidéo et j'ai eu de la chance qu'il réponde a priori, parce qu'a priori, il ne répond quasiment jamais au téléphone. Et ce jour-là, il a entendu stage, il a fait « Ah, et puis quand il a entendu stage de montage vidéo, il a fait « Ah, d'accord, ah bah oui, peut-être, oui. » Et c'est comme ça que ça a commencé. Et depuis, on travaille ensemble sur pas mal de trucs. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Pendant très longtemps, je vais pas mentir, Sébastien, si je l'avais abordé, c'est parce qu'aussi je ne le connaissais pas tant que ça. C'est-à-dire que pour moi, c'était très difficile d'aller vers quelqu'un dont on connaît trop son travail ou qu'on admire un petit peu. Parce qu'on se sent un peu petit à côté de la personne, on n'ose pas lui parler, des choses comme ça. Donc pendant très longtemps, en fait, c'est pas que je savais pas ce qu'il faisait, parce que je voyais vite fait ses vidéos YouTube, mais c'est vrai que ouais, j'avais pas trop regardé ce qu'il faisait. Et quand j'ai commencé à voir ces photos de nu, notamment Soledad, mais surtout les stories et donc les références au cinéma, et quand j'ai vu la photo en référence à Old Boy, tout de suite j'ai su que j'allais pouvoir un peu plus discuter avec Sébastien. J'ai trouvé que son travail de la lumière et de la mise en scène était vraiment super intéressant. Et quand je voyais toute son approche aussi au niveau des paysages autour de ces photos de nu, je me suis dit, en fait, moi je viens comme beaucoup de gens de la photo classique, et c'est vrai que là, de voir ça, je me suis dit, on peut faire des photos de nu sans que ce soit sexualisé, sans que ce soit gênant. Là, c'est des photos qu'on peut montrer à tout le monde, et il n'y aura pas ce côté il y a une femme à poil, etc. Donc là, c'est ça que j'aimais beaucoup aussi là-dedans, c'est de pouvoir découvrir tout un nouveau pan de la culture photographique
qui m'a beaucoup emporté, et surtout voilà, dans ces aspects des paysages qui parfois sont complètement dingues. Il m'a emmené parfois dans certains de ces paysages. Quand on les voit en photo, c'est dingue. Quand on les voit en vrai, on se dit « Ah, je comprends pourquoi il a fait une photo ici. » C'est vraiment dingue. Sébastien, je voyais qu'il bossait avec pas mal de personnes quand je commençais à bosser pour lui. Et avec le temps, je voyais que, mine de rien, il avait du mal à rester tout le temps avec la même personne. Et quelque part, le test qui était pour moi, c'était de venir avec lui au salon de la photo. Et du coup, c'est quand même 5 jours avec la même personne. Et 5 jours avec la même personne, il faut quand même pouvoir se supporter. On dormait dans les mêmes hôtels, etc. Enfin voilà, c'était pas forcément. On n'est pas tous égaux là-dessus, et parfois on peut ne pas se supporter. Et le jour où justement je me suis dit, tiens, Sébastien a peut-être. Moi, j'avais pas trop confiance en moi à ce moment-là, et je me suis dit, c'est ce jour-là où j'ai eu un peu plus confiance, c'est quand il m'a dit, ça fait vraiment plaisir de t'avoir au salon, parce que c'est hyper crevant et tu m'enlèves plein de trucs à faire, et vraiment c'est super cool. Et puis même quand je te demande des trucs trop chiants, trop souvent, etc., tu fais et puis t'appliques, etc. Et donc tu rechignes pas, t'es vachement patient. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup touché ce jour-là, parce que c'est là aussi où j'ai plus appuyé ma force, c'est-à-dire la patience, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui finalement se complète bien avec Sébastien, j'ai l'impression. Et ce jour-là, je me suis dit qu'il y avait moyen de faire beaucoup de choses avec lui tant que je l'accompagnais à pas mal d'endroits. Alors, c'est marrant d'entendre les gens tu sais pas ce qu'ils vont dire, donc ouais, c'est ce qui me plaisait dans l'idée de rajouter les témoignages sur les épisodes. Non, c'est une bonne idée, même si là on part sur d'autres sujets. Donc là, c'est Maxime qui est mon assistant depuis plus de 5 ans. C'est mon bras droit, on peut dire ça comme ça, qui me suit depuis un bon bout de temps. Il est arrivé comme monteur sur la chaîne F1.4, donc j'avais besoin de quelqu'un pour me délester de tout ce qui est montage, parce que tu sais que le montage prend beaucoup de temps, déjà en podcast et en vidéo c'est encore pire, et surtout quand on sort une vidéo toutes les semaines, et au fur et à mesure c'est devenu encore plus mon assistant. Et en effet, il parle du salon de la photo, et c'était en 2010, alors je crois qu'il est venu avec moi en 2010, non, c'était 2018 la première fois, donc c'est quand j'ai sorti Soledad. Donc ouais, c'était en 2018, et il faut savoir que donc Soledad, j'ai reçu le livre en 2018 au salon de la photo. Ah ouais, c'est... C'est-à-dire que Iskourbiak me l'a amené, m'a livré une centaine d'exemplaires directement au salon de la photo. C'est un bel endroit pour découvrir son livre, pas stressant du tout. Non, ça commençait le jeudi, je l'ai vu le mercredi soir en arrivant. Et je fais « Ah oui !» Le stress du je vais le donner demain déjà. Heureusement, ça s'est bien passé. Et du coup, Maxime m'a beaucoup aidé, parce qu'il fallait donner les contributions. C'était la fin du Ulule, donc il fallait donner les contributions, savoir à qui tu le donnais, gérer les choses et tout, sur les lignes de dédicace, les trucs comme ça. C'était... heureusement qu'il était là. Sans lui, j'aurais vraiment pas réussi, quoi. Ouais, les après-campagnes, c'est compliqué à gérer. Oh oui. Et encore, avec Jessica, ça a été encore plus difficile. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur le contenu des livres. Donc Jessica et Maxime en ont parlé tous les deux. Une des particularités de tes photos, c'est que il y a des femmes nues dedans, mais ce n'est pas du tout le sujet principal. On peut même pas dire que ce soit le sujet secondaire, tant elles sont... il y a des fois, il faut même un peu chercher, j'ai l'impression, pour les trouver. C'est pour ça que je t'ai repris, dans la V1. Non, tu me voles ma question d'après. Ah mince. Ouais, mais du coup, j'y réponds là maintenant. Allez. Pose-la, vas-y, pose ta question, comme ça. Pourquoi landscape nude et pas nude landscape? Mais en fait, ça rejoint ce que tu viens de dire. Merci pour ta question. Ça rejoint ce que tu viens de dire. Pour moi, le nude landscape, c'est des photos de personnes nues dans la nature, mais c'est des personnes qu'on voit, elles sont très grandes dans la photo.
C'est-à-dire qu'on va s'intéresser plus au corps qu'au paysage. Alors que moi, je fais du landscape nude, donc on va plutôt s'intéresser au paysage et on va voir le corps et au rapport qu'il y a entre les deux. C'est pas juste, tiens, au lieu d'être en studio, on est dehors. Ce qui est souvent le cas, en fait. On va prendre des bonasses, on va les mettre dans des décors, et putain, ouais, si je tombais dans pleine nature sur une bonasse comme ça serait trop bien. Enfin, tu vois, ou des mecs, ou pareil, enfin, c'est... on dit des bonnards. Je sais pas, je parle pas des mecs comme ça. C'est un problème, c'est qu'on parle pas assez des mecs. Mais alors que moi, c'est pas du tout ça qui m'intéresse. Et ce qu'a dit Maxime, c'est en effet que de pas sexualiser et que mes photos peuvent être montrées à beaucoup de monde. Et ça me fait toujours extrêmement plaisir quand j'ai des parents qui me disent j'achète ton livre pour mon gamin de 13 ans. Ouais. Et en dessous, j'ai l'impression que c'est trop compliqué Enfin, il y a des gamins qui les voient, mais c'est sûrement trop compliqué pour qu'ils puissent les regarder tout seuls, hein, c'est-à-dire sans des parents qui disent ça c'est de l'art, même que ce soit des photos nues ou pas, on s'en fout, mais je pense qu'il y a à partir de 10-13 ans qu'on s'intéresse à ce qui n'est pas animé. Ça aussi, Ouais. la télé c'est animé, donc ça va. Donc ouais, 12-13 ans, je me dis ouais, non, mais enfin, je suis content, j'ai réussi mon coup. Si des parents offrent ça à leurs enfants, pour leur dire voilà, ça c'est de l'art et vas-y, abreuve-toi. Non, mais après, quelque part, au niveau éducatif, je trouve que c'est pas mal de pouvoir montrer aux enfants les différences qu'il y a entre les gens au niveau du corps, et sans Aussi. que ce soit sexualisé, parce que quand on fait un gros plan, c'est tout de suite, c'est pas pareil, quoi, ça change tout. Bah, alors, gros plan, ouais, oui et non, il peut y avoir des gros plans non sexualisés, mais surtout les poses. Enfin, Ouais, c'est surtout ça, ouais. c'est des poses où on met en avant le corps, donc ça veut dire qu'il y a il y a de la cambrure, enfin, ça met les fesses en avant, ça met les seins en avant, enfin tout de suite c'est un peu connoté quoi. Et alors que là dans le landscape nude, on est vraiment sur le rapport avec la nature, donc la nature de quelqu'un de nu par rapport à la nature qui est nue de base. Et c'est ça qui... J'ai mis très longtemps, je savais depuis tout le temps que je voulais faire du nu, mais j'ai mis très longtemps à comprendre comment je voulais en faire. Et comme j'étais aussi assez timide, et je serais forcément timide face à une fille nue dans des conditions de nude landscape ou de nude tout court, en fait, de l'être dans des grands paysages m'aidait aussi beaucoup à ce que ce soit de la photo, à ne pas être trop timide et de pouvoir travailler mes photos en fait. Donc c'est venu comme ça surtout je me suis dit bah non mais c'est génial, ça me permet d'aller dans des lieux, c'est un prétexte pour aller dans des lieux de ouf, un prétexte pour rencontrer des super personnes et un prétexte pour les voir tout nus. C'est ce qu'on disait avant, la photo, souvent une excuse. T'as beaucoup de repérages, j'imagine, pour tous les paysages, tous les endroits qui Non. sont... non Enfin, j'ai beaucoup de repérages sur Internet. C'est-à-dire que je cherche sur Internet les lieux, que ce soit sur Google Earth, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur des blogs ou autres. Je trouve les endroits, je me dis, bah, faudrait y aller. Et là, je prends un modèle avec moi et on y va. D'accord. En fait, j'aime pas repérer les lieux parce que je vais me dire, tiens, je veux faire telle photo, je vais faire telle photo, je vais faire telle photo. Puis quand je vais revenir, il y aura des conditions différentes de lumière, de nature. Enfin, comme beaucoup de mes photos sont basées sur la lumière, comment dire, évidemment, toutes les photos sont basées sur la lumière, mais sur une lumière spécifique. C'est-à-dire, beaucoup de mes photos, et surtout Soledad, c'est de la pareidolie. La pareidolie, c'est le fait, par exemple, dans les nuages, de voir des formes qui ne sont pas vraies, mais notre cerveau interprète des formes. Et forcément, une certaine lumière sur des rochers va créer certaines formes à un certain moment, mais pas 10 minutes après, ou pas 2 heures après, et surtout pas 2 semaines après. Donc au final, ce serait pour moi impossible je serais frustré en fait de revenir et de me dire merde, en fait, il y a pas ce que j'avais prévu de faire, et donc pour moi, ce serait encore plus compliqué de devoir abandonner ma première idée pour essayer d'en trouver une nouvelle.
Tu vois, Ouais, il y préfère aurait une petite arriver. part de déception, j'imagine. Aussi, C'est non? ça, oui, bah c'est ça. Et puis je préfère arriver complètement vierge dessus parce que même souvent, en fait, bon là avec Jessica c'était différent, mais quand je shoot avec d'autres modèles, souvent je les connais pas. Ça- Et on a échangé un petit peu, mais c'est aussi la rencontre, et c'est la rencontre avec le modèle, c'est la rencontre avec le lieu. Et il y a des fois, tu fais, oh bon, bref, que humainement, bref, ou visuellement dans la nature, bref. Et des fois, tu fais, waouh, c'est génial, et tu cours partout pendant 2 heures parce que c'est trop beau, et que le modèle, ça se passe super bien, et que, enfin voilà, tu vois, c'est des histoires de rencontres tout le temps. La question que je me pose, moi, c'est comment tu travailles avec tes modèles? Parce que là, rien que si on prend la couverture de Jessica, on voit que t'es pas à côté, et j'imagine bien que dans la nature, tu vas pas te mettre à lui hurler mets-toi comme ci, mets-toi comme ça. Oh, si. Si? Non, si. Bon, là, c'est assez spécifique parce que la couverture dont tu parles, donc c'est une des deux couvertures. Tu vois, il y a deux couvertures. Hop, je te les montre. Il y a la couverture dans l'eau et la couverture couleur et la couverture noir et blanc. C'est les petites choses qu'on peut se permettre quand on auto-édite. Ouais. En fait, par exemple, pour cette photo-là, qui en noir et blanc, qui est l'arbre de Wanaka, pour ceux qui ont été en Nouvelle-Zélande, c'est un arbre extrêmement connu là-bas, Instagrammé tout le temps, enfin des centaines, des milliers de fois tous les jours. En fait, c'est un endroit très touristique et donc on y arrivait très très tôt. On y arrivait, bon, malheureusement, il y avait déjà un peu de lumière, donc il y a déjà des photographes à ce moment-là. Et je suis pas très très loin, je dois être à peut-être 50 mètres, même pas, 40 mètres, c'est pas non plus extrêmement loin. Et le truc, c'est qu'il y a des photographes, il y a 6 personnes déjà qui sont là. Et il est à peu près 6h, 6h30 du mat. Donc 1 heure après, c'était 200 personnes. Donc je les laisse faire leurs photos, et à un moment, je vais les voir, je vais leur faire, bon, ben, j'aimerais bien faire ma photo. C'est en anglais et tout, je leur dis ça, j'aimerais bien faire ma photo, et par contre, ce sera du nu. Alors en fait, à chaque fois, je leur demande, en gros, est-ce que tu fais un timelapse ou pas? Parce que s'ils font un timelapse, je suis dans la merde. Parce que Ouais. je peux pas leur niquer leur timelapse. Mais aucun ne faisait un timelapse. Donc, je dis, bon, bah, je vais avoir besoin du lieu pendant 3-4 minutes. Ce sera du nu. Tu restes pas, tu fais comme tu veux. J'ai de la chance que Jess soit pas pudique. Et sur l'eau, il y en a 4 qui sont partis, 2 qui sont restés. Et du coup, bah là, dans ma tête, j'avais déjà à peu près il n'y avait pas 36 milliards de cadres sur cette Ouais. photo-là, parce que tu pouvais pas trop tourner autour. À part en allant dans l'eau, tu pouvais pas trop tourner autour. Et après, l'idée, c'est je lui ai demandé de se placer juste sous la branche. Et puis là, j'avais besoin visuellement, je lui disais, mais fais différentes choses, essaye plutôt comme... En fait, autant je lui dis des choses à la voix, mais autant je viens mimer aussi. C'est-à-dire que là, par exemple, je lui ai demandé de baisser la tête, ou un moment de comment dire, de se replier un peu sur elle-même. Enfin, c'est jusqu'à ce qu'un moment ça fasse tilt. Ah, c'est ça qu'il faut. Et elle me connaît aussi. C'est l'avantage de shooter avec quelqu'un qui nous connaît et qui on a shooté déjà des centaines de fois. Elle sait ce que je veux, elle sait comment je fonctionne. Donc, on n'a plus beaucoup besoin de parler, en fait. Le seul truc qu'elle sait pas, c'est ce que je vois. Ouais, forcément. C'est le seul truc. J'ai pas mis un petit écran pour le retour d'image. En fait, il faudrait mettre une lentille. Quand on inventera la lentille avec l'écran dedans, on pourra. Mais là, non, parce qu'en tant que modèle, elle va me dire oui, mais là, je suis pas bien. Ouais, non, j'étais exactement en train de penser à ça en me disant ouais, mais c'est pas une bonne idée en fait. Et donc voilà, enfin je dirige. En fait, je vais laisser faire. Je dirige forcément, je lui demande des pauses, des choses comme ça, jusqu'à ce que visuellement j'ai un truc qui me vaille. Je saurais pas, j'ai pas défini ma photo avant, donc je sais pas exactement ce que je veux. Mais une fois que j'ai ce que je veux, là on va travailler dessus et on va faire des micro-changements pour arriver à la photo parfaite. Enfin, Okay. la photo qui pourra être parfaite. Donc si je suis loin, ben, je te dis, soit je gueule, soit je fais des gestes. Il y a même une fois sur une photo, on l'a fait par téléphone. Et moi, j'étais loin. Enfin, c'était même pire que ça. C'était par téléphone avec un ami qui était à côté, en se cachant pour pas être sur la photo, et qui lui regueulait.
Ça fait un peu téléphone arabe, non Ça marchait. Ça a marché sur une photo. Tu disais tout à l'heure que tu l'avais mis dans des conditions pas forcément toujours faciles. Tu as des photos en tête Oh oui. Le shoot le plus difficile pour elle, ça a été... Je montre la photo. Pour les auditeurs, pendant que Sébastien cherche la page du livre, je vous mettrai les liens pour acheter le livre dans les notes de l'épisode. Et écouter le podcast avec le livre, c'est plutôt sympa. Ouais. Bah là, alors, j'ai pas si j'ai numéroté les pages ou pas. Ouais, je le vois. Il est... 29. Donc là, c'est page 31. Donc elle est dans un marais. Dans un étang avec de l'eau un peu croupie. Et Sympa. très sympa. Au bout d'un tronc tombé dans l'eau et au milieu donc des lentilles d'eau. Donc tout est vert. Là, je suis au drone pour avoir une vue d'au-dessus. Et c'est pas très cool pour elle. Parce que y a quand même dans l'eau, on sait pas les saloperies qu'il peut y avoir. J'avais surtout peur de vers cassés ou de choses comme ça. Et se mettre tout nu dans... Et les petites bestioles, non, ça va. Les petites bestioles, là, c'était le lendemain. Il faudrait que je retrouve la photo aussi. Mais elle est un peu plus loin. Le lendemain, on a fait des photos dans la forêt avec des lentilles d'eau sur elle. Et c'est là où ça a été le plus compliqué parce qu'en dedans, il y avait des puces de canard. Et elle s'est fait piquer par des puces de canard. Et ça démange beaucoup, beaucoup plus que des moustiques. Donc... là, elle m'a haï vraiment beaucoup. Il y a ça, il y a le froid en Islande, il y a même le froid dans plein d'autres endroits. Enfin, elle m'a haï quasiment tout le temps. Je crois que les seules fois où elle m'a pas haï, c'est les quelques photos qu'on a pu faire à Bali. Parce qu'il faisait bon. Ouais, c'est chouette, Bali. Il faisait juste la température qu'elle voulait. Parce elle est quand même assez frileuse. Donc, Et j'imagine que... bon, tu me disais avant qu'elle n'était pas pudique et que ça ne dérangeait pas, mais il y a des fois, ça doit être un peu... doit y avoir des situations un peu cocasses, non? Quand tu as des gens... c'est moi que ça gêne le plus. En fait, les gens, j'aime pas quand il y a des gens qui me regardent, qui... Si je sais qu'ils me regardent, il n'y a pas de problème, dans le sens... Mais tu restes habillé, toi, pourtant. Non? Il y a des choses qui peuvent pas se dire en podcast. Ouais, et on voit pas tout au podcast. C'est ça. Vous ne voyez pas les réactions sur le visage. Oui, et puis vous ne voyez pas la tenue, parce que j'ai un masque, mais le reste... Et non, en fait, ce qui me gêne quand il y a des gens, c'est plutôt le fait d'être observé. Mais observé dans le sens, tiens, il m'a pas vu, donc je regarde et tout ça, alors que tu sais très bien qu'ils sont là en train de regarder. Enfin, tu les entends, ça. Sur une photo en Centre-Bretagne, ça m'a fait rire parce qu'on faisait la photo. Et il y avait un couple qui s'était caché derrière un arbre pour regarder ce qu'on faisait et tout. Genre, en train de parler, mais tu les entendais tellement bien et tu disais... tu comprenais qu'ils pensaient qu'on les avait pas calés. Mais c'était trop drôle. T'étais là, tu fais... Non, mais je vous entends. Soyez plus discrets quand même. Je pense qu'il vaut mieux des gens qui viennent franchement plutôt que des gens qui vont se cacher. Ouais, en fait, le truc, c'est que je vais souvent dans les endroits où il n'y a personne. On parlait tout à l'heure de l'arbre de Wanaka, mais c'était assez exceptionnel. Je vais toujours dans les endroits où il y a quasiment personne et à des heures où il n'y a personne. Ce qui fait qu'on a rarement ce problème-là. Après, quand il y a quelqu'un qui arrive, ça dépend du modèle. Jess n'est pas pudique, mais il y en a d'autres qui sont pudiques, donc c'est compliqué. Faut se cacher, faut prévoir une serviette, quelque chose comme ça. On essaye toujours de faire entre deux passages. Comme ça, on est toujours à l'affût, toujours une oreille de est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive et autres, comme ça on arrête et tout ça. Et donc, comment ça se passe? Il y a eu des situations cocasses, mais il y a eu des belles situations aussi. Les plupart du temps, les gens sont respectueux. Ils passent au loin. Ils font pas chier. Par exemple, il y a une photo dans Soledad, celle avec la vague, où ça faisait 15 minutes qu'on était au bord de la plage, dans une grande plage à côté de Saint-Malo. Et là, juste quand ça commence à être intéressant, je vois des pêcheurs arriver. Juste marcher le long de la plage pour repartir. Et en fait, ils nous ont vus de loin, ils ont fait un grand détour. Et j'aurais pas eu cette photo s'ils s'étaient passés, en fait. Et juste avant, ce qui était drôle, c'est qu'on faisait une photo dans les rochers. Et en fait, derrière ce rocher-là, il y avait plein de pêcheurs. Mais ils savaient pas qu'il y avait une nana toute nue juste derrière. Qu'est-ce que fait ce gars tout seul avec son appareil photo?
Ouais, mais en fait, c'est drôle parce qu'il y a un certain interdit à, à être nu, ce que je comprends pas trop. Enfin, en tout cas, si je comprends dans la ville ou autre, quoi, mais dehors, enfin voilà, enfin on pourrait choquer des gens, mais en même temps, il y a beaucoup de gens que ça choque pas du tout, en fait. Et c'est même les gens qui sont plus gênés que nous, généralement, dans les situations. J'ai pas d'énormes situations cocasses qui arrivent. J'ai pas eu de situation vraiment creepy. C'est plutôt vraiment, c'est toujours allez, une réaction pas creepy mais rigolote. C'était pour Soledad, j'étais avec une modèle qui était plutôt pudique quand même, donc mais pour moi il n'y avait pas de souci, mais s'il y avait d'autres personnes, voilà. Et on était dans une faille. Puis il faisait méga chaud comme aujourd'hui, on était monté, il faisait méga chaud, mais dans la faille il faisait méga bon, donc on était bien. Je trouvais le lieu, tout ça, et elle était un peu en hauteur. Tu vois, il y avait un chemin qui passait dans la faille, mais un chemin qui était un peu difficile quand même d'accès. Et là, on entend un groupe de vieux qui arrive. Et je dis, bon, c'est bon, ils vont pas passer là. Enfin, vu l'âge qu'ils ont, ils vont pas réussir à passer. Enfin, de l'autre côté, je leur dis, ça sert à rien. Enfin, il faut escalader pour remonter, quoi. Et ils passent. Et c'était très, très drôle. Parce que donc, elle avait sa serviette comme ça. Et les nanas, enfin, c'était deux couples. Donc, les deux nanas me parlent. On rigole, tout ça, en passant et tout. Les deux mecs disent rien et je vois juste les mecs jeter un petit coup d'œil, quoi. Et les nanas ont fait comme si elles n'avaient pas vu la modèle, pas adressé la parole. Et les deux mecs, j'ai juste vu un petit regard, un petit regard en biais. Mais c'était très drôle parce qu'ils auraient. Qu'est-ce que vous faites là? Enfin voilà, juste poser s'intéresser en fait, quoi. Et non, ils ont vraiment ignoré la modèle. Ah, c'est marrant les réactions des gens. Tu veux nous parler d'une autre photo dans ton livre? Une photo où il y a une anecdote liée ou une histoire particulière qui y en a est tellement. associée, j'imagine. Est-ce que toi, il y a une photo dans ce que tu as pu voir sur mon site ou autre sur laquelle tu voudrais que je parle? Les photos que j'adore, c'est celles qui ont été faites en Islande avec tous ces paysages noirs. Voilà. Là, notamment, là, c'est incroyable. C'est quoi? C'est un volcan? Parce que ça fume en haut, j'ai l'impression. Alors là, on est page combien, là? On est à la première photo de l'Islande. Là, il n'y a pas... Alors, dans le livre Jessica, il y a aussi des photos de paysages. Il y a des fois pas que des photos avec de landscape nude. Ça doit être la page 108, 109, je crois. Et donc, la première photo, c'est une photo de paysage. En fait, c'est une énorme colline, enfin montagne, et c'est de la brume. En fait, et en fait, ce que vous voyez, donc c'est une sorte d'éperon qui arrive vers nous. En bas, on voit pour l'échelle, on voit une petite ville, des petits bâtiments pour montrer vraiment l'échelle qui fait tout ridicule, qui fait quoi, 3 mm, alors que la montagne en fait 12 cm. Et donc en haut, il y a de la brume, comme s'il y avait un petit peu genre les cavaliers de l'Apocalypse qui arrivaient et tout ça. C'est comme un paquebot, tu vois, le Titanic qui sort de la brume. C'est ça qui m'intéresse. Ouais, puis c'est bien noir avec des formes. Enfin, surtout en bas, là où Jessica est allongée, il y a des formes. Alors là, c'est une autre photo. Hein. C'est une autre photo. Ah oui, en fait, dans le livre, on a l'impression que c'est la même. Là, c'est une autre photo, mais en même temps, les deux sont en rapport parce que, en fait, en dessous, donc Jessica est prise au drone, donc du dessus. Dans des pierres, et c'est des pierres volcaniques, un peu comme la chaussée des géants. Okay. Donc des hexagones de basalte, mais qui sont couchés. Donc en fait, à cet endroit-là, on a l'impression que c'est une espèce de coque de bateau, puisqu'elles sont en biais, tombées de côté gauche et tombées côté droit, ce qui fait que ça fait vraiment comme une allée sur laquelle on construit les bateaux. Ouais. Et c'est marrant de mettre ces deux photos-là en rapport, puisque en haut, il y a la photo, comme si pour moi c'était vraiment un énorme vaisseau, un énorme paquebot qui t'arrivait dessus. Et puis celle d'en dessous, où elle est sur la trace du paquebot, par où il serait passé s'il devait aller à la mer. Mais c'est intéressant la façon dont tu as mis les photos, l'editing de tes photos, en fait. Parce que là, tu as choisi de ne pas mettre de... Oui. Tu as choisi de ne pas mettre de marge avec deux photos dont la couleur principale est le noir.
Et moi, je m'interroge, tu vois, j'arrivais pas à comprendre la lecture. En même temps, je suis pas dans de bonnes conditions parce que là, j'ai un micro devant moi, une table de mixage, et seulement après, j'ai un livre ouvert seulement à 90 degrés. Et des reflets. Et des reflets. Mais du coup, on s'interroge et c'est chouette. Comment tu as fait ton editing? Alors, du coup, on n'a pas répondu à ta question. Non, c'est mais- vrai. Bon, on va y répondre tout de Ouais. suite et on viendra sur l'editing tout à l'heure. T'es sûr? Ouais. Ok. On peut continuer dans la même veine et parler de cette photo-là. Donc de la l'autre deuxième couverture en couleur. qui est donc prise quasiment au même endroit que, au même endroit que la photo juste d'avant. Donc pas pour les collines, mais pour les basaltes. C'est un endroit dans le nord de l'Islande et donc là, j'étais au drone aussi. J'ai beaucoup utilisé le drone parce que j'aime beaucoup voir les choses d'en haut en zénithal. Et là, je voyais cette avancée. C'était une avancée de basalte dans la mer, comme la botte de l'Italie, si on veut aller par là. Et je me dis, si elle était là, à cet endroit-là, ce serait vraiment très très beau. Résultat, je lui dis, il serait bien que tu y ailles. Et elle me fait, t'es sûr? Il y a des vagues quand même. Et je sentais la peur dans son regard. Et ceux qui auront le livre entre les mains, il y a beaucoup d'écume sur l'eau. Il y avait, pour vous dire, c'était vraiment une mer pas forcément ultra déchaînée, mais elle était mouvementée. Jess serait là, elle dirait non, elle était déchaînée. Non, elle était mouvementée. Elle est pas elle est du sud de la France. Moi, je suis breton, je sais un peu plus ce que c'est la mer déchaînée. Oui, elle disait tout à l'heure dans son témoignage Aix-en-Provence. C'est ça. Ouais, c'est pas loin de Marseille, Donc, c'est pour ça. Tu vois, la Méditerranée, c'est pas non plus, même s'il y a des bonnes vagues sur le bord de mer, c'est pas non plus déchaîné, quoi. Quand elle se tapera des vagues de 10 mètres qui tombent sur Saint-Malo, c'est pas autre chose. Et là, en fait, l'endroit où je l'ai posé, il y avait aucune goutte d'eau. Donc je me suis dit, c'est bon, on peut faire la photo. Donc je la place là. Moi, je reviens un peu plus au loin parce que là, je ne pouvais pas être sur la photo parce que le drone voyait beaucoup de choses et je ne pouvais pas me cacher. Et il fallait là que je lui gueule vraiment littéralement les choses puisqu'elle ne m'entendait quasiment pas. Il y avait le bruit de la mer qui cachait beaucoup ma voix et tout. Et à ce moment-là, sur mon retour vidéo, je vois une vague un peu bizarre. Et je sais qu'elle l'a vu, elle l'a vu aussi d'un coin de l'œil. Et là, il y a la petite peur. Je sais que j'ai pas le temps d'aller la voir. Elle va réagir. Et au final, c'est quand même, tu te vois une vague et tu te dis, est-ce que la vague va pas submerger le rocher et donc du coup m'emporter. Forcément, ça fait un petit peu peur. Bon, résultat des courses, elle a eu quelques gouttes. Quand même, il y a quelques gouttes d'eau qui sont arrivées, mais non, la vague n'a pas été sur elle. Mais en fait, c'est des moments. Alors, c'est des moments où c'est risqué. C'est forcément risqué. C'est en ça que je dis aux gens, faites attention si vous faites ça, faites vraiment, vraiment, vraiment attention parce que on est en pleine nature et c'est le sujet de Soledad, c'est qu'au moindre faux pas, la nature peut nous reprendre comme ça, d'un claquement de doigts. Et sur cette photo-là, on n'est pas du tout passé proche de la mort puisque il n'y a rien eu. Mais il y a eu cette peur et juste cette reprise de conscience du « Ah, c'est vrai, tout peut arriver à la moindre seconde ». Et donc, c'est en ça qu'elle restera beaucoup dans notre tête, cette photo. Même. Et en plus, je l'aime énormément, en faire la couverture. Elle m'a détesté pour cette photo, mais elle m'a détesté moins quand elle a vu la photo. Ouais, de toute façon, les mauvais moments, quand on s'en sort bien, ça devient toujours des bons souvenirs. C'est ça. On passe à l'editing. Allez. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, surtout avec tes photos. Alors, l'editing. Pour Soledad, ça a été assez simple, puisque c'était quasiment qu'une photo par shooting. Soledad, il y a 45 photos. Et c'est un livre qui fait 120 pages. Donc, l'editing a été fait au fur et à mesure des shootings. Donc, il était assez simple. Il y a juste l'ordre dans lequel mettre les photos qui a été un petit peu plus difficile, avec un début, une fin. Et après, en fait, ça a été le choix surtout de ce que je mettais dans le livre. Et j'ai fait moitié livre photo, moitié texte.
donc avec des explications de la série, un peu le côté tuto que je peux avoir dans F1.4. Et sur l'éditing de ces photos-là, donc le choix vraiment des photos, j'ai sorti quasiment qu'une photo par shooting. Ok. Je me suis dit, ça va être difficile pour toi des photos. Je peux en sortir plusieurs exceptionnelles, c'est quand même compliqué. Déjà, sortir une photo exceptionnelle, c'est compliqué. Alors, en sortir plusieurs sur un shooting, ou alors, tu as des exigences qui sont assez basses. Et puis même, le lieu se retrouve, et dès qu'on reconnaît le même lieu, la photo perd en force. Ouais, puis ça donne l'impression que le photographe, il ne savait pas trop laquelle des 2 mètres, et puis... Oui, ou qu'il s'est pas fait chier aussi. Ouais. Et même si toutes les photos de Soledad ont été prises à peu près, quasiment toutes dans dans la même région, l'idée c'est quand même de trouver des endroits qui soient vraiment différents, ou alors certaines photos sont prises au même endroit, mais on reconnaît pas du tout. Donc là, pour cette série-là, ça a été assez simple. Pour la série, pour Jessica, ça a été plus compliqué parce que ça a été 6 ans de photos. Donc des centaines et des centaines de photos, enfin des milliers de photos prises, des dizaines de milliers de photos prises, des centaines de photos sélectionnées. Et donc ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai repris tous nos shootings, j'ai sorti toutes les photos, toutes les bonnes photos, et je les ai mises en même temps. Ensuite, je les ai classées par pays, ou par lieu, pour voir un petit peu ce que j'avais. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée aussi de la structure du livre qui allait être des chapitres par pays. Parce qu'il n'y avait pas d'histoire réelle. La seule histoire qu'il y avait, c'était les voyages. Ouais. Donc j'y étais plutôt par pays. Ensuite, c'était quelles photos je vais garder. Donc j'ai déjà fait un tri des photos que je voulais absolument mettre. Parce qu'il y a un autre problème, c'est combien de pages aussi dans le livre. C'est à quel moment on peut... à quel moment on en met trop des photos pour pas que ça devienne trop chiant. À quel moment on veut pas mettre trop de pages parce que ça va faire un livre trop cher, parce qu'il y a ça aussi qu'il faut voir. Quelle taille fait le livre, donc ça veut dire les photos, est-ce qu'on les met en grand, on peut les mettre en petit, comment ça marche. T'as toutes ces questions-là qui viennent, et tu te dis, il est où le juste milieu? Et il n'est pas évident à trouver. Il y a des grands photographes qui se plantent, je trouve. Moi, il y a un photographe que j'aime beaucoup, que tout le monde connaît, Salgado. Le dernier livre, Amazon, je ne sais pas si tu as pu aller le voir. Non, je voulais le commander et au final, je ne l'ai pas commandé. C'est un énorme pavé et je pense que... Enfin, c'est mon avis, mais s'il avait fait la moitié en nombre de pages, ça aurait été pas mal. Salgado, il aime bien faire des très très gros livres. J'adore Salgado, c'est un moi j'ai l'impression que c'est pour remplir, quoi. Le truc, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des photos qu'il faut pas juste enlever? Est-ce que c'est comme je reviens encore, c'est comme un film. Un film, maintenant, on a des films de 2h30, de 3h qui sont chiants parce qu'ils ont la moitié des scènes. Reprends le dernier Batman, il dure 3 putains d'heures. 1h30, ça suffisait. Largement. Et je suis sûr que je l'aurais aimé, le film, s'il avait fait qu'1h30. Tu l'as pas aimé? On repart sur le cinéma. On repart sur le cinéma, mais il raconte pas grand-chose. C'est ça le problème. Sur 3 heures, il a pas du tout 3 heures à raconter des choses, quoi. C'est vrai qu'il se tire en longueur, mais j'ai adoré. Au niveau photo, elle est belle, mais je pense qu'en 1h30, il aurait été beau. En 1h30, ça aurait été un bon film, tu vois. Et je milite pour moins de films, pour des films de moins de 2 heures. C'est chiant, la tendance actuelle à vouloir faire des films de 3 heures. Mais qui n'ont rien à dire, c'est surtout ça. Et c'est pareil pour les livres, en fait. Mais c'est exactement la même chose. Il faut que ton livre, il soit... Tu vois, Soledad, par exemple, il est assez court, il fait 120 pages, mais il n'y a que la moitié qui sont vraiment les photos. Le reste, c'est du texte. J'ai essayé de rendre des choses intéressantes, faire des anecdotes, comment j'ai trouvé des lieux, enfin, tout ce genre de choses. Jessica, c'est que des photos pendant 230 pages. Donc, quasiment le double en termes de pages, et forcément le quadruple en termes de photos, voire plus. Et il y a un moment, c'est est-ce que c'est chiant, est-ce que c'est pas chiant?
Je pense être arrivé à un bon ratio de pas chiant. Enfin, en tout cas, j'espère. Si les gens rentrent dedans, logiquement, c'est bon. C'est sûr que si tu rentres pas dedans, forcément, ça marchera pas. Et surtout qu'il n'y a pas de texte. Très peu de texte. Tu as 2 préfaces au début, un peu de texte à la toute fin, mais tu n'as pas de texte entre. Et j'ai mis quand même à chaque fin de pays quelques photos backstage. Comme la page sur laquelle tu es sur Soledad là. Il y a quelques photos backstage à chaque fin de pays, parce que je trouvais que ça permettait de rendre aussi le côté voyage. Ouais. Donc il y a un côté un peu plus, on va dire, un peu plus fun. Là, dans Soledad, là, je suis justement sur la double page où il y a les photos à backstage. Alors, il y en a une sur la deuxième, en partant de la droite, sur la deuxième page. C'est Jessica, non? Non. C'est celle-là avec la couverture? Ouais. Non, ça c'est Birdie. Elle est au bout de sa vie. Là, c'est la photo de la vague dont je parlais tout à l'heure avec les pêcheurs. Et elle venait de passer 20-25 minutes à se prendre des vagues... Alors, au mois d'août, hein, mais à 7h du mat, sur une plage en Bretagne, par un temps un peu gris. Donc, elle était contente que j'avais ramené la couverture. Et donc voilà, pour l'editing, là, pour Jessica, j'ai décidé aussi... En fait, la réponse est compliquée, je suis désolé, mais elle induit beaucoup de choses. Puisqu'en fait, je voulais, pour Jessica, faire un livre qui soit plus gros que Soledad. Soledad, le seul regret que j'ai sur Soledad, c'est que je le trouve un peu petit au final. Et je voulais, j'avais dit en lançant le Ulule de Jessica, j'ai dit que ce sera le Terminator 2 du livre. C'est-à-dire plus grand, plus fort, plus d'effets spéciaux, plus d'émotions, et meilleur. Et oui, je fais partie de ceux qui pensent que Terminator 2 est meilleur que Terminator 1. On est enfin d'accord sur un film. Ça va alors. Et tant que c'est du Schwarzenegger et du Cameron, on est bon. Et donc l'idée, c'est de faire un livre plus gros, plus de pages, fait différemment, et il fallait tabasser niveau photo. Donc il fallait mettre des photos en grand, donc il y avait beaucoup plus de photos en pleine page, pas en double page, mais en pleine page, et en plus j'intercalais avec quelques photos de paysages. Donc j'ai sélectionné beaucoup, j'ai regardé les photos qui allaient, et puis c'est surtout quand j'ai commencé à faire la maquette que là je me suis dit tiens, cette photo là elle va devoir virer, cette photo là je dois trouver une autre qui ressemble un petit peu à ça pour mettre les photos en rapport les unes avec les autres, parce qu'en fait je raisonne plus en double page qu'en photo, c'est-à-dire ce que les photos répondent, comme ce que tu as pu voir tout à l'heure. J'ai pas fait exprès, ce que tu as vu tout à l'heure, je l'ai pas fait exprès, je l'ai pas conscientisé. Mais en effet, quand je le vois, je dis oui, il y avait quelque chose. C'est forcé. Le navire, la trace du navire, je l'ai pas intellectualisé, mais je l'ai pas fait par hasard, c'est certain. Il y a plein de choses qu'on fait pas par hasard comme ça. Et tout ça, c'est venu au fur et à mesure. J'ai dû faire la maquette 2-3 fois, truc comme ça. Soledad, c'est différent parce que je te dis, il y avait les photos, et je l'ai fait faire par quelqu'un d'autre la maquette. Parce que les photos étaient déjà sélectionnées. De toute façon, il fallait mettre toutes ces photos-là, c'était obligé. Ok. Donc, c'est une grosse différence entre les deux. D'un, il y avait déjà les photos, on savait quelles photos fallait mettre. Dans l'autre, c'était... j'ai plein de photos, lesquelles je mets. Et l'editing, c'est un arrachage de cheveux. Moi, le mien, le Bénin vu du ciel, l'idée, c'était de faire un parcours. Parce que pareil, il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est un voyage. Donc, je voulais faire un parcours qui part du sud du Bénin jusqu'au nord. Et qui part du sud, je sais même plus. Tu l'as fait ton livre ou... Ouais, je l'ai fait. À force de parler des livres des autres. Enfin bref, ça partait du sud au nord. Et il y avait des photos comme ça qui fonctionnaient bien ensemble, mais qui n'étaient pas dans la même localisation. Et du coup, c'était compliqué de pouvoir les associer. Donc, si je voulais les mettre ensemble, il fallait que j'en fasse sauter une ou deux qui étaient entre. Ouais. Et ça a été super compliqué. Ce que je voulais surtout pas, on va en revenir avec des références de cinéma, mais je ne voulais pas le film Taxi. Tu as peut-être vu. Et ceux qui, le 1, les autres, je me rappelle plus trop parce qu'ils sont mauvais. Mais le 1, pour ceux qui connaissent un peu Marseille, ça a ni queue ni tête. Ah oui, quand ils vont à l'aéroport, dans la scène où ils vont à l'aéroport avec le monsieur qui finit par vomir à la fin,
S'ils prennent ces chemins-là dans la vraie vie pour aller à l'aéroport, ils n'y arriveront jamais. Et moi, je voulais pas. Qu'ils font les taxis marseillais pour rajouter. Après, oui, pour rajouter. Mais là, en l'occurrence, a priori, le gars était pressé. Mais moi, c'est ce que je voulais pas dans le livre. Et par contre, je voulais des photos qui se répondent. Et ça a été compliqué. Je me souviens, j'avais imprimé les photos, il y en avait partout. Et puis, je les plaçais. Tu fais ça aussi, toi, imprimer les photos ou non. sur l'ordi? Là, c'était vraiment sur l'ordi. J'avais pas imprimé les photos. Et après, je te dis, je bosse beaucoup sur l'ordi. Donc, j'ai pas trop de soucis à voir via l'ordi. Je me suis lancé dans InDesign et j'ai commencé à... Enfin, j'avais bien rangé mes photos. Après, moi, j'ai une chance, c'est que je fais un très, très, très gros editing à chaque shooting. C'est-à-dire que je sors que très, très peu de photos. Je te disais quasiment qu'une photo par shooting sur Soledad. J'étais à 5-6 photos maximum par shooting à côté. Donc, il me restait quand même des centaines de photos parce qu'on a fait beaucoup de shooting. Mais j'avais de base pas non plus 3000 photos. Je devais avoir 400-500 photos, un truc comme ça. 600, allez. Ouais, non, 400, on va dire 500. Je devais avoir 500 photos et j'ai peut-être été en repêcher quelques-unes parce que j'avais besoin d'une ou deux photos en plus. Par exemple, il y a une photo à Madère. Alors, ça va être page... C'est celle-là, page 88. C'est une de mes photos préférées, la page 89. C'est donc celle, en fait, il y a Jessica qui tend la main vers un arbre qui se penche sur elle. C'est un endroit à Madère qui est absolument magnifique. Et par exemple, je n'avais pas sorti les deux autres photos qu'on voit au-dessus. Je les avais pas sorties. Ouais, t'as bien fait de les mettre dans le livre. Et c'est 3 photos qui sont exactement le même cadrage. C'est juste la pose de Jessica qui sont différentes. Donc il y a la photo principale qui est en très grand, en pleine page, et tu as les deux autres qui sont au-dessus, en petit, l'une à côté de l'autre. Et il y en a une où elle tend la main vers le haut, elle est assise, elle tend la main, et les autres, elle répète un peu les mêmes formes que l'arbre. Et celle-là, j'ai été les sauver, entre guillemets, parce que je trouvais que elle n'avait pas d'intérêt sur mon site, puisque ça faisait 3 fois, entre guillemets, la même photo. Ouais. Mais dans le livre, elles se répondaient vraiment bien. Et c'était important de les mettre plutôt que rien du tout ou qu'une autre photo qui ressemblait pas. Non, mais elles se répondent bien en double page, comme ça, c'est chouette. Et ouais, ça a moins d'intérêt sur le site, à moins de trouver un moyen d'afficher les 3 sur la même page, mais ouais, mais c'est bien de garder du mystère pour les livres aussi. Alors ça, oui, mais surtout que sur le site, je pense que ça enlèverait de la qualité. Ça enlèverait, je te disais tout à l'heure, c'est si tu as 2 fois la même photo, la première photo, les 2 photos peuvent être magnifiques, exceptionnelles, mais si tu as 2 fois la même, elles perdent tous les 2 en qualité. Ouais. Puis les gens vont plus vite sur le site que sur le livre, on prend le temps d'ouvrir le livre. Alors, je pense que ton épisode sera un des plus longs également, on en est à 1h28. Il y a une partie que j'aimerais aborder encore, donc on va finir sur l'editing, même si je pense qu'on en a encore beaucoup à dire. Ouais. Donc je parlais dans l'introduction des chiffres vertigineux. Alors pour avoir mené une campagne de crowdfunding également, je sais à quel point ça peut être parfois compliqué. Toi, alors je sais pas si ça a été compliqué, mais ça n'en donne pas l'impression en tout cas. Donc chiffre vertigineux, tu demandais par exemple pour Soledad 8 000 €. Tu en as eu 41 000. Et pour Jessica, tu demandais 14 000. Tu en as eu 49 000. Alors c'est quoi le secret? Alors là, on va plutôt s'adresser aux photographes qui veulent se lancer dans l'aventure de l'auto-édition et qui cherchent des fonds. Alors, on sait que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Le truc, c'est qu'un livre, ça coûte cher. Si on veut faire le prix d'une voiture en général, ouais. Une petite voiture. Ouais, oui, c'est vrai. Oui, non, pas une Tesla électrique. dans le sens où, si on veut faire un beau livre, à quelques quand même exemplaires, c'est cher. J'avais fait un devis pour Soledad où là, il y a aussi ça. Quand tu crées un livre, tu t'arrives, comme la plupart de tes interviewés, j'ai fait faire mes livres chez Escourbiac et quand tu arrives dans le bureau d'Alain, tu vois tous les livres, les milliers de références papier, tu dis tu peux faire telle reliure, tel assemblage, tout ça, et tu fais ah ouais, en fait c'est pas juste mettre mes photos dans un bouquin, c'est créer une œuvre. Mais c'est un objet à part entière.
C'est ça. Surtout, je trouve, dans l'auto-édition. Parce que tu as la main sur tout, en fait. Et il n'y a pas quelqu'un qui dit non, mais là, les coûts, il faudrait le réduire un petit peu. Non, tu peux te faire plaisir, quoi. Et pour Soledad, on a choisi la couverture, j'ai choisi 2 papiers. J'ai choisi un papier spécifique pour les photos et un papier plus typé roman pour toute la partie texte. Et je me savais pas qu'on pouvait faire deux types de papier. Ben oui, c'est logique, mais j'avais jamais vu un livre avec 2 types de papier aussi franco que ça, moitié-moitié comme ça. Pour Jessica, il y a une reliure à la suisse, ouverture à l'allemande, lecture à l'allemande. Donc c'est en fait la reliure à la suisse, ça veut dire que le livret intérieur n'est pas collé au niveau de son dos, de sa tranche, pardon, il est collé au niveau de son dos. Donc ça veut dire que ça permet d'ouvrir beaucoup plus fortement le livre et donc voir les photos plus à plat. Et la lecture à l'allemande, ça veut dire qu'on ne le regarde pas, le livre est en portrait, mais on le regarde en paysage. Et ça, c'est un travail que j'ai voulu faire pour que le livre il soit le plus beau possible. Et donc, ce livre, tu prends conscience avec le premier devis qui peut coûter cher. Soledad, j'avais eu un devis à 12-13 000 euros pour, je crois, pour un 1000 exemplaires. Il y a ça, et de 2, tu dis combien d'exemplaires je dois faire. Parce que en faire 1000, c'est bien beau, plus t'en fais, moins le livre te coûte cher. Plus ça te coûte cher, évidemment, en somme globale, mais moins un exemplaire te coûte cher. Ouais, c'est pas proportionnel. Ah non, par exemple, les 100 premiers livres vont coûter peut-être, pour Soledad, coûter peut-être 30 € le livre ou un truc comme ça. Et après, les 1000 suivants, c'était 10 € le livre. Et après, plus t'en faisais, plus ça descendait. Donc tu dis, je vais en faire plein, comme ça le livre va pas me coûter cher. Sauf qu'après, tu te retrouves avec plein de livres que tu vends pas. Et tu as forcément perdu de l'argent, puisque tu les vends pas. Puisque tu les vends pas. Et donc savoir combien tu dois en faire. Et donc je me suis dit, j'avais l'argent pour pouvoir lancer la production du livre, mais je ne savais pas combien je devais en faire. Et je me suis dit, on va tenter un financement participatif, on va voir. C'est la première fois que je vais en faire. Et je n'étais pas fan du financement participatif pour, par exemple, créer une expo ou créer des choses comme ça, pour créer quelque chose de pas concret, tu vois, de pas vendre ou les quelque chose. contreparties, tu cherches un petit peu les trucs. C'est ça. Alors que là, c'est de la prévente. Oui, là, c'est du concret. C'est uniquement de la prévente. C'est juste, au lieu de le vendre après, on le vend après qu'il soit fait, on le vend avant. C'est tout. Donc, c'est plus un outil de prévente. Et en fait, ce qui est génial dans le crowdfunding, c'est aussi un outil de com juste monstrueux. J'ai perdu ta question, du coup. Quel était ton secret pour demander 8 000 et recevoir 41 000 ? Alors, j'ai fait, tu pourras mettre le lien, j'ai fait 3-4 vidéos sur le crowdfunding du livre Soledad. Comme ça, j'explique beaucoup de choses de comment, si vous voulez aller voir avec des vidéos, je mettrai les liens. de comment ça a été fait, l'avant, le pendant, l'après. Déjà, si tu veux vraiment réussir, il faut avoir une communauté. Avant. Tu ne créeras pas ta communauté pendant. Si t'as personne qui te suit, si t'es connu de tes parents et de ta famille et de quelques potes, allez, t'en vendras 10-15 et tu seras content. Ou pas. Mais c'est certain que sans une communauté, ça marche pas. C'est-à-dire qu'il faut se faire connaître avant, le plus possible, pour pouvoir espérer de faire quelque chose, de faire un peu d'argent. Après, l'idée n'est pas de faire de l'argent. Sur mes livres, je suis pas du tout rentable. Si on prend toute la confection du livre, le fait de faire les photos, de faire tout ça, je suis à un prix à l'heure absolument dérisoire, quoi. Je suis rentable dans le sens d'avoir fait le livre, j'ai récupéré mon argent, mais pas du tout du temps investi. Et des coûts aussi de création des shootings et tout ça. Donc déjà, avoir une communauté. En 2018, chose que j'avais déjà avec F1.4, j'avais déjà plusieurs dizaines de milliers de personnes qui me suivaient et qui me demandaient, pas plusieurs dizaines de milliers qui me demandaient, mais beaucoup de gens qui me demandaient un livre. Je dis, on va voir, entre les gens qui te demandent et les gens qui t'achètent derrière, c'est une autre histoire. Et après, donc j'ai fait ce crowdfunding sur 2 semaines. J'ai commencé mi-septembre et j'ai terminé fin septembre.
parce qu'il fallait que le livre sorte pour le salon de la photo, donc il fallait que je sache combien la maquette était prête, il fallait juste que je sache combien d'exemplaires je voulais, et que je donne ça à Escourbia, qui l'imprime et tout ça. Donc c'était le dernier délai, tu vois. En plus, j'avais des mariages, j'avais des choses, non, c'était une horreur. Donc tu prépares le truc comme un gros coup de com', et là où je dirais que le secret, si on a un secret, enfin ce que je vois que les autres ne font pas et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une vraie animation. C'est-à-dire que j'ai fait chier les gens, j'ai créé des choses, j'ai fait des lives, Insta, j'ai fait des lives sur YouTube, j'ai envoyé des mails, j'ai fait des concours, pendant 2 semaines, j'ai animé mon Ulule. Ça prend un temps monstrueux, une énergie monstrueuse, répondre à tous les mails, Mais c'est ce que répondre je à dis tous les toujours, faire commentaires. une campagne crowdfunding, c'est un boulot à double plein temps. C'est une horreur. Tu fais du privé aussi, du message privé? Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils disent oui, je vais participer, mais ils mesurent pas l'enjeu du fait que s'ils participent vite, c'est mieux. Bah, t'as ça, tu peux faire aussi, ça j'en ai pas fait parce que je n'avais pas les connaissances assez fortes, mais du retargeting, par exemple du retargeting sur Facebook ou sur Insta pour refaire de la pub pour des gens qui seraient venus sur ton site, qui auraient montré de l'intérêt mais qui n'ont pas acheté, et ça c'est possible aussi de le faire avec Ulule, enfin des choses comme ça. Il y a plein de stratégies qu'on peut faire, mais faut vraiment investir du temps. J'ai pas investi beaucoup d'argent, mais j'ai investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et j'ai fait une vraie com, dans le sens où j'avais des visuels. J'ai montré aussi, j'ai fait une page Ulule de vente assez monstrueuse, avec une vidéo de vente, avec des visuels, avec plein de choses comme ça qui font que c'est sérieux. J'ai montré aussi que le livre allait être, non pas un livre banal, mais un livre exceptionnel. Et j'ai donné l'envie. Et beaucoup de gens aussi, il y a aussi un truc, c'est que beaucoup de gens l'ont acheté, j'espère pas que pour ça, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté aussi pour me remercier des années des fins 4 que j'avais pu faire. Mais c'est ça aussi, créer une communauté. Ouais. Tu vois. Donc, ça, c'est et de rien lâcher. Et ne rien lâcher aussi, c'est-à-dire au début, toujours au début et à la fin. Il y a 2 périodes, le début et la fin. Au milieu, c'est le plateau de la dépression. C'est Appeler clair. ça comme ça. Le début, c'est là où tu fais oh, mais ça marche trop bien et tout. Enfin, en gros, si tu fais pas les 30% dès le début, c'est mort. Ouais, c'est ça. Ensuite, si tu fais plus de 30%, tu es quasiment certain d'arriver à 100%. Ça dépend combien tu demandes, hein, bien sûr. Et en fait, l'idée, c'est de plus ça avance, plus de jouer avec les gens aussi. C'est-à-dire que les 100%, j'avais fait une pré-vente. Enfin, j'avais fait un pré-lancement à ceux qui m'avaient beaucoup aidé sur Instagram, parce que sur Instagram, j'avais beaucoup, pendant 2, 3, 4 mois avant, j'avais créé le livre avec eux. Ok. J'avais fait plein de lives, j'avais fait monter la sauce à fond, et je les ai ouverts, j'ai ouvert 24 heures avant pour eux, ou 24 heures. C'est-à-dire que je leur ai donné le lien sur Insta avant de le donner à tout le monde. Ce qui fait que le lendemain, quand c'est lancé en live devant tout le monde en YouTube, j'ai déjà 120%. D'accord. Donc tu vois, déjà, ça en impose direct. Après, on pourrait se dire, oui, bon, il est déjà à 120%, donc il a plus besoin de moi. Non, tu prévends Donc, tu quelque rajoutes chose. des paliers, alors. Tu rajoutes des paliers, mais comme tu vends un objet, c'est pas comme le projet, c'est bon, il va se faire, puisque j'ai pas besoin de plus d'argent, en fait. Non, là, là les gens, c'était, je veux acheter mon livre. Tu vois. Enfin, je vais avoir mon exemplaire. Et donc le lendemain, quand je fais un live sur YouTube en grande pompe et tout, on est déjà à 120% quand je lance le truc. Déjà, tu vois, ça en impose et ça dit, ok, le projet est viable. On arrive aux 200% le lendemain, je crois. Et après, ça a mis du temps et il faut rien lâcher. Il faut continuer à faire tourner le festival, à faire tourner le parc d'attractions. Et après, à la fin, c'est là où il faut tout donner. Répéter 2-3 jours avant déjà, de dire attention, ça va se terminer. Et le dernier jour, c'est un gros live. C'est pour Jessica, je suis resté 7 heures en live le dernier jour. Ok. On a commencé à 20h, ça finit à 3h du mat. Et la fin du Ulule était à minuit. Beaucoup fait de live. Ça a énormément aidé aussi à supporter la pression, à supporter tout ce qu'il y avait à faire, parce que Jessica était un crowdfunding extrêmement compliqué, là où Soledad a été beaucoup plus simple.
Et le secret, je suis désolé, je suis très long à répondre, mais le secret, en fait, il n'y a pas un réel secret. C'est l'investissement qu'on y met, la stratégie qu'on y met. Et beaucoup de gens y arrivent en disant, bon, bah, voilà, j'ai fait mon livre, enfin, j'ai dit ce qu'allait mon livre, j'ai fait 10-15 lignes pour expliquer un petit peu le truc, 2-3 lignes pour dire qui je suis, j'ai mis 2-3 photos, et puis, ben, je vais balancer aux gens, et puis je vais leur dire, bon, si vous pouvez partager, c'est cool. Ouais, mais ça marche pas bien, ça. Ça peut pas marcher. Je vois tellement de bouquins qui font 500 balles, 1000 balles, 1500 balles. Et le truc, c'est que ça marche pas. C'est pas ça le truc. Là, il faut donner l'envie aux gens, faut investir de la communication, faut animer, En fait, on vend un divertissement aussi. Dans le sens où, si on en revient au film, il faut qu'un film soit divertissant, mais qu'il ait un fond. En fait, il faut qu'il soit un peu divertissant pour te donner l'envie de le regarder, l'envie de mettre devant. Tu vois ? Parce que c'est pas évident de se dire, je vais me mettre devant un film. Et il faut qu'il soit divertissant. Assez prenant pour que tu y restes, et qu'à la fin, tu dises, ah putain, en fait, j'ai appris quelque chose. Et tu sais, 2, 4, 5, 10 jours, 20 jours après, t'es en train de réfléchir, tu fais, ah ouais. Et ben c'est ça. Le truc, c'est qu'il faut être divertissant. Il faut donner du plaisir, du bonheur aux gens. Et c'est comme ça qu'après, tu arrives à leur vendre en fait ton projet et qu'ils soient contents d'y participer et surtout contents quand ils le reçoivent en disant putain, ok, là, il nous a pas menti, il sait pas. Il a vraiment tout donné dans le livre. Là, ce que tu vois, par exemple, Young Jessica, il y a 2 couvertures pour l'édition simple. J'ai fait une édition limitée. Avec un coffret et tout. Avec un super beau coffret et une autre couverture. Et il y a aussi une édition Ex Libris avec alors c'est un fourreau pour l'édition limitée et un très beau coffret pour l'édition Ex Libris. Et en fait, quand les gens ont reçu le livre, d'édition simple ou d'édition limitée ou Ex Libris, ils sont, ah oui, ok, d'accord, ah oui, c'est pas foutu de notre gueule, quoi. Ouais. Et c'est ça, en fait. Ça en jette. C'est toujours, tu promets, tu divertis, tu promets, mais quand tu donnes, il faut donner. Tu vois, tu peux pas faire ton Jurassic World Dominion où tu promets une terre infestée par les dinosaures et te restreindre à un tout petit endroit en disant les dinosaures en fait sont là. Et de refaire une île quasiment avec... Voilà. Enfin, c'est pas possible. Tu vois, il y a un moment, tu veux des dinosaures partout. Tu promets des dinosaures partout dans le monde, tu fais un film avec que des dinosaures partout dans le monde. Mais pas de 3 heures. Mais pas de 3 heures. Mais écoute, Sébastien, merci beaucoup pour tous ces partages. Mais j'ai encore plein de choses à dire. Bah oui, mais c'est ça, j'allais le dire. J'ai encore plein de questions, mais je crois que déjà maintenant, là, 1h43, tu es dans les épisodes les plus longs, si ce n'est pas l'épisode le plus long, parce que on n'en a pas dit trop de bêtises, donc au niveau des coupures... Sinon, tu coupes tout le début, et on parle vraiment du livre, et on continue à parler du livre, parce que j'ai 3 milliards de choses à te dire. Mais écoute, mais pourquoi pas en refaire un à l'occasion, parce qu'on n'a pas non plus évoqué ton livre paru chez Erol. On parle pas beaucoup de livres techniques sur le podcast, mais pourquoi pas. Mais on en reparlera. On va faire 2 minutes dessus. Allez, on fait 2 minutes dessus. Parce qu'on parle de livres photos avec des photos dedans et tout ça, mais là, chez Erol, c'est une autre histoire, puisque c'est un livre d'éducation. Puisque c'est un livre, en fait, donc photographe de mariage pour le meilleur et pour le pire. En gros, c'est comment devenir photographe de mariage. Et donc ça, j'ai approché Erol pour le faire, parce que ça faisait partie d'une stratégie que je voulais pour mettre en avant le guide du photographe de mariage. Et en fait, quand tu as sorti un livre tuto comme ça, tu deviens une référence. Ouais. Sachant que c'est le seul livre actuel qui existe, puisque il y a eu un premier de Christophe Flers, mais Christophe ne fait plus de mariage, et il date de 2013. Donc, en gros, c'est un peu la suite chez Erol de ce livre. Et c'est le seul actuellement qui existe sur le sujet. Et ça a été totalement autre chose, parce que je déteste écrire. Et là, c'est un livre où il y a que du texte. Quasiment que du texte, quoi. Il y a 220 pages de texte
Et j'ai mis 1 an et demi à le faire, entre le moment où j'ai approché Erol et le moment où il a dit il faut qu'on le sorte là quand même, très bien. Et j'ai mis 1 mois à l'écrire en entier. Le premier jet, en tout, ça a été 3-4 mois de travail à temps plein, le livre. Et basé sur la formation que j'ai donc, pour devenir photographe de mariage, qui s'appelle Le Grand Saut. Donc c'est un infime bout de ma formation, mais je voulais un livre qui me ressemble et qui soit pas chiant à lire. Et je pense que là-dessus, j'ai réussi. En fait, si tu le lis un jour, chaque chapitre démarre avec une citation de Matrix. On y retourne. Je reparle des Marvel dedans et tout. Voilà. En fait, c'est un livre que j'ai voulu simple à lire, mais avec beaucoup, beaucoup d'infos. Et que tu puisses lire pas comme un roman, faut pas abuser, mais avec de l'humour, par exemple, il y a un moment, je parle de Cauchemar en cuisine, ce que j'ai appris grâce à Cauchemar en cuisine. Et voilà, et c'est un tout autre exercice. Et c'est vrai, quand tu le vois sortir, ce livre, quand tu reçois le carton avec tes livres, parce que là, tu l'as pas créé toi-même, enfin, t'as pas fait la mise en page, t'as pas été à l'impression, t'as pas tout ça. Tu fais, ah ouais, c'est marrant parce que maintenant, ce livre, du coup, il est dans les bibliothèques. Il est à la bibliothèque de Lyon. Il est dans les FNAC, enfin, on le trouve un peu partout. Et tu fais, ah ouais, c'est autre chose enfin, c'est un autre truc que de l'auto-édition. Enfin, c'est pas que ce soit mieux ou moins bien. Beaucoup plus large. C'est ça. Puis c'est un autre type de livre, mais c'est... Enfin, je pourrais en parler pendant très longtemps pour aller vraiment dans le détail, mais écrire, c'est quand même... Je sais pas, toi, t'as beaucoup d'écriture sur tes... Non, c'est pour ça que je fais du podcast. Parce que l'écriture, c'est pour un photographe, c'est pas toujours facile quand même. Non, effectivement. Moi, le problème que j'ai, c'est que je peux pas me dire, bon, allez, maintenant j'écris. Moi, ça me vient et j'écris, mais ça me vient pas forcément toujours au moment où j'en ai le plus besoin. Okay. L'inspiration pour l'écriture, c'est vraiment important chez moi et c'est pas un truc que je peux faire sur commande. C'est vraiment de l'inspiration. Je vais dire que tu crois ne pas pouvoir faire sur commande. C'est possible aussi. Parce que c'est qu'un entraînement. Et ça, c'est ce que j'ai appris en écrivant ce livre. Et du coup, en lisant le livre Écriture de Stephen King, lui, il se met tous les jours le matin pour écrire 2000 mots. Et il sort pas tant qu'il n'a pas écrit 2000 mots. Et ce qui fait que c'est comme le sport. Tu vois, au début, tu as du mal à aller courir, tu as du mal à faire ton sport et tout, à le faire tous les jours, c'est une horreur. Et au bout d'un moment, si tu l'as pas fait, tu te sens mal. Et en fait, le livre, c'était pareil. La première semaine, ça a été une horreur de me mettre tous les matins à écrire. Puis après, c'est devenu une habitude, je me lève, j'écris. Ok, faudrait que j'essaye. Et le début est difficile, mais c'est un muscle. C'est un muscle, et plus tu le muscles, plus tu l'actives, plus il sera facile. Mais c'est comme la photo, moins t'en fais, moins t'as envie d'aller en faire. Et moins t'es bon là-dedans. Donc il faut continuer à en faire, et plus t'en fais, plus t'auras envie d'aller en faire. Et pareil pour le podcast, plus t'en fais, plus t'es à l'aise devant le micro. Et plus t'as envie d'en refaire. Là, tu vois, ça fait quelques temps que j'ai pas enregistré de podcast pour mes podcasts à moi. J'ai beaucoup de mal à m'y remettre. Là, ça te motive pas là d'en faire un là, si. Ce matin? Ah si, carrément. À chaque fois que je finis un épisode, je suis à fond tout le temps parce que je travaille beaucoup, mais après un épisode, j'ai envie d'aller enregistrer encore 10 heures. Là, si ma femme et mon fils m'attendaient pas, je te dirais bien, on continue encore 1 heure ou 2. Avec tu vois qu'en plus, je suis bavard et je m'arrête pas. Donc, Et ça, c'est top. Ouais, t'as eu beaucoup de gens qui... J'en ai écouté quelques-uns, mais j'ai pas senti qu'il y avait une... Je suis pas tombé sur des podcasts où des personnes avaient du mal à parler. Non, parce que j'arrive à relancer et je regarde suffisamment aussi en amont de l'enregistrement pour avoir des infos et me permettre de pouvoir relancer si besoin. Mais moi, ce que je préfère, c'est les gens où je pose une question et pendant 20 minutes, je me tais. Et l'idée, à la base, quand j'ai fait le podcast, c'était de ne pas intervenir dedans, en fait. C'était de ne même pas mettre au montage mes questions, de laisser parler les gens. Ça, c'est dommage, je trouve que c'est plus triste. Ah ouais? Moi, j'aime bien. D'accord. Mais du coup, je ne l'ai pas fait parce que... déjà, j'avoue, j'ai pas eu le temps parce que c'est une grosse préparation, du coup, j'ai pas eu le temps. Et puis après, comme je dis toujours, le podcast, de toute façon...
je l'ai commencé fin 2020, en octobre 2020. Mais ça fait longtemps que je fais du podcast finalement, sauf qu'avant j'enregistrais pas et j'avais pas de, enfin j'enregistrais pas, mais tchatcher avec des collègues photographes, ça fait longtemps que je le fais et là c'est la même chose. On serait mis à une terrasse de café avec une pinte de bière et on aurait tchatché, on aurait eu le même résultat, si ce n'est que ça ne resterait qu'entre nous. On aurait peut-être dit plus de gros mots et plus de conneries. Mais c'est pour ça que j'ai lancé le podcast aussi du guide du photographe de mariage. C'est juste de discuter. C'est ça. Et en vidéo, j'étais frustré parce que dès qu'un truc durait 45 minutes, les gens ils regardaient pas. Le petit chat là, oh. Moi, ils étaient sages, hein, les chats là. Ouais, il va être midi, donc. C'est ça. Et là, on peut faire des podcasts de 3 heures, que c'est pas grave, tu vois. Et, c'est ça. Les gens, ils s'en foutent en fait, ils sont même contents. Ouais, t'écoutes. Hein. Mais moi, parfois même, ça me frustre quand c'est trop court et que c'est intéressant. Complètement. Me dire, bon, va falloir que j'en trouve un autre maintenant, j'étais bien sur celui-là. Bon, on va quand même s'arrêter parce que je vois la carte mémoire qui me dit qu'il reste 0 heure de temps. Ça me donne pas les minutes, mais ça m'inquiète et je voudrais conclure. Donc, encore une fois, Sébastien, merci beaucoup de m'avoir reçu aujourd'hui. Merci à toi d'avoir. Il ne faut pas que j'oublie de balancer le jingle de fin. Alors, j'ai du nouveau matériel, donc vous m'excuserez pour les petits problèmes techniques. Donc, tout de suite, jingle de fin. Et que je ne vais pas mettre le volume à fond. Non, c'était pas celui-là. Voilà, jingle de fin. Donc si vous avez aimé l'épisode du podcast avec Sébastien, vous pouvez laisser une note sur Apple Podcast, 5 étoiles, c'est le top. En dessous, c'est pas la peine d'y penser. Non, je rigole. Vous pouvez mettre vraiment ce que vous pensez, mais 5 étoiles, c'est bien. Un commentaire, c'est T'as un concurrent ? En fait, si vous voulez mettre une étoile, vous allez chez le concurrent. Voilà, donc si vous voulez mettre qu'une seule étoile, vous allez sur le podcast Faut pas pousser les ISO. Okay. Non, je rigole, c'est un très bon podcast, je vous invite à aller l'écouter aussi, si vous avez fini d'écouter le mien d'abord. Hein. Donc une note 5 étoiles sur Apple Podcast, il y a l'épisode de Sébastien, le podcast de Sébastien aussi, je mettrai les liens de toute façon dans les notes. Donc je vais y arriver, donc 5 étoiles sur Apple Podcast, un commentaire et vous pouvez également l'écouter sur les autres plateformes, Google Podcast, Amazon Podcast, Deezer, Spotify, Podcast Addict et j'en passe. Au revoir à tous. Au revoir.